bonsoir, très chers amis auditeurs de Moyen Radio et bienvenue à ce 28e numéro de Chalem Parlons-en. Nous sommes bien entendu ici pour un débat contradictoire entre Maître Abdoulaye Ben Meïté, merci, et M. Traoré Mamadou, un conseiller spécial de GKS, écrivain et analyste politique. Voilà. Donc rapidement, le terme sur lequel ils vont élaborer ce soir est bien entendu la justice ivoirienne serait-elle une justice aux autres? Voilà. Donc c'est à cette question que nos deux débatteurs vont répondre. Et rapidement, permettez-moi de présenter un peu notre maître Ben Abdoulaye Meïté. Voilà, maître Abdoulaye Ben Meïté est avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Il est associé au co-gérant de la société civile professionnelle d'avocats Québec et Meïté. Il est député de l'Assemblée nationale élu de Kani. Il est membre du groupe parlementaire du RHDP. J'aimerais faire cette précision. Il est président de l'emblématique Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant et on va garder ça comme présentation de notre maître Abdoulaye Ben Meïté. Voilà, et notre co-débattant qui est M. Traoré Mamadou est écrivain et il est aussi analyste politique. Il est aussi le conseiller spécial de GKS qui est le président Soro Tibafoury. Voilà, donc très chers amis auditeurs, nous sommes bien entendu le samedi 2 décembre 2023. Maître, allez-y, commencez votre exposé. Ok, je dis bonsoir à tous les auditeurs. Merci à vous de nous donner cette opportunité d'échanger fraternellement sur la Côte d'Ivoire, qui est notre bien commun. Et je pense qu'il n'y a pas de sérieux tabou. Il faut que les Ivoiriens se parlent, il faut que les Ivoiriens s'interrogent, il faut que les Ivoiriens réfléchissent. C'est ça aussi le charme de la démocratie. Effectivement, vous m'avez sollicité pour exposer sur notre débat sur un sujet qui me paraît assez important, à savoir si la justice ivoirienne serait-elle une justice aux ordres. Voici la question qui m'a été soumise. Et je disais d'emblée que cette question, de mon point de vue, mérite une certaine analyse, pour ne pas dire une analyse certaine, qui passe nécessairement par l'appréciation des termes en présence. Alors, il y a trois groupes de mots qui me sautent aux yeux. La justice ivoirienne, je pense que ça renvoie à la justice en Côte d'Ivoire, plus exactement à l'exercice du pouvoir judiciaire en Côte d'Ivoire. Serait-elle? C'est une forme conditionnelle, mais interrogative, et une justice aux ordres, donc une justice sous contrainte. La justice ivoirienne serait-elle une justice aux ordres? Je disais tantôt que j'allais plutôt m'essayer, sinon me souvenir de mes cours de philosophie de terminale, lorsque mon professeur me disait que face à une question interrogative que vous avez à analyser, il faut la transcrire sous la forme affirmative. Donc, sous la forme affirmative, ça me donnera la justice ivoirienne serait une justice aux ordres. Mais là encore, ça reste toujours conditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'affirmé. Il y a seulement une certaine pensée, ou bien une certaine opinion, une certaine perception de la justice qui apparaît effectivement comme étant un pouvoir judiciaire qui est aux ordres. Et pour moi, je vais aller dans un premier temps à répondre à cette question par l'affirmative et dans un second temps, essayer de faire polémique. Effectivement, la justice ivoirienne est une justice aux ordres. Je l'affirme, mais là encore, la question fondamentale qui se posera, c'est de savoir, mais aux ordres de qui? Parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui vont se poser la question, qui seront surpris par ma réponse, par mon affirmation, à savoir que la justice ivoirienne est une justice aux ordres. Mais aux ordres de qui? Effectivement, la justice ivoirienne est une justice aux ordres de la loi, comme toutes les justices. Parce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir constitutionnel et le juge qui est acteur, donc un membre du pouvoir judiciaire qui relève de la séparation des pouvoirs. Vous savez qu'en matière de démocratie, la Côte d'Ivoire ayant opté pour la démocratie, qui se veut, comment on appelle la séparation des pouvoirs, vous avez le pouvoir exécutif, vous avez également le pouvoir législatif, voilà, vous avez également le pouvoir judiciaire. Et la justice ivoirienne, justement, relève de ce pouvoir judiciaire. Au nom de la séparation des pouvoirs, vous conviendrez effectivement que la justice, le pouvoir judiciaire ne peut obéir ni du pouvoir exécutif, ni du pouvoir législatif dans son office. Mais à quel moment s'exprime le pouvoir judiciaire? Là encore, c'est la seconde question que je voudrais me poser. Le pouvoir judiciaire est incarné par le juge du siège. Parce que dans un environnement judiciaire, il y a plusieurs acteurs. Vous avez le juge du siège et vous avez les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, donc, qui relèvent effectivement de l'administration de l'exécutif. Vous le savoir, parce que le procureur de la République, qui a obligation effectivement de rechercher les auteurs des infractions pour les traduire devant le pouvoir judiciaire, il est un acteur de l'exécutif parce qu'il est sous ordre de l'exécutif. C'est pour cela qu'on dit dans notre système ivoirien, parce que c'est pas comme le système américain, nous avons un système ivoirien qui est hérité du système français, qui voudrait effectivement que le procureur de la République soit près le tribunal, la cour. Donc le procureur de la République est près du pouvoir judiciaire. De ce point de vue-là, le pouvoir judiciaire est un pouvoir organisé, est un pouvoir ordonné, mais qui ne répond qu'aux ordres de la loi. Donc le juge devient en ce moment un esclave de la loi. Secondo, au-delà de cette réalité qui est textuelle, qui est constitutionnelle, qui est consacrée, est-ce que si on
l'expression se traduit par être aux ordres, par le terme péjoratif être aux ordres, comme si la justice ivoirienne était une justice entachée, comme si la justice ivoirienne est une justice effectivement qui n'est pas crédible, mais je pense que c'est trop dire, c'est oser, c'est trop dire parce que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la justice ivoirienne a des acteurs qui sont indépendants. La justice est un corps, mais le corps a des acteurs. Et ces acteurs, la loi leur a conféré des droits, leur a donné une protection. Mais est-ce qu'on peut dire effectivement que l'agissement d'un individu peut aller analyse de salir tout un corps fonctionnel? Je dis que c'est un dénigrement et je pense qu'il faut se garder certaines analyses et je termine par dire que si la justice ivoirienne relevant du pouvoir constitutionnel judiciaire doit être considérée comme aux ordres, cette justice n'est peut-être aux ordres de la loi. Je m'arrête là pour le moment. Ok, d'accord. Merci bien. Allez-y, M. Fauré Mamadou. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le thème et on va carrément engager les autorités. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment saluer tous nos auditeurs et saluer mon co-débatteur qui est mon parent, et je l'ai dit. Mais ici, ce n'est pas la famille qui débat, ce sont vraiment des débatteurs. Et saluer aussi les initiateurs de ce débat. Et comme Maître Mété l'a dit, on a besoin souvent de ce genre de débat-là pour pouvoir quand même cultiver les uns et les autres et puis pour pouvoir aussi donner des éléments de discussion aux uns aux autres. Je voudrais vraiment vous dire merci pour cela et effectivement répondre à la question de savoir si nos justices ivoiriennes est une justice aux ordres. Alors le thème, est-ce que c'est une justice aux ordres? C'est un thème qu'on a longuement entendu, mais c'est d'une manière péjorative, je dirais, que quand les gens qualifient la justice ivoirienne, on la qualifie de justice aux ordres. Alors pourquoi cela? Alors moi, je peux dire, sans vouloir jeter le discrédit sur les juges, sur l'institution judiciaire, je peux dire que sur la base de certains faits, moi je pourrais affirmer que notre justice est une justice aux ordres, surtout de l'exécutif. Je dis bien de l'exécutif. C'est vrai qu'il est dit que dans notre constitution, les trois pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont des pouvoirs indépendants. En principe, l'exécutif ne doit pas pouvoir influencer le judiciaire. Mais dans les faits, parce que là aussi, il faut qu'on précise, avec Maître, lui c'est un spécialiste du droit, c'est pas au niveau du droit que nous allons faire le débat, parce que moi je suis pas un spécialiste du droit. Moi, le débat va porter sur des faits factuels. Dans les faits, je sais que la constitution ivoirienne, par exemple, effectivement, a établi l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais il y a certains aspects de la constitution ivoirienne qui nous montrent clairement qu'il sera vraiment difficile que cette justice ivoirienne-là soit indépendante de l'exécutif. Quels sont ces faits? On dit par exemple que le chef de l'État, qui a le pouvoir exécutif en main, il est le garant de l'indépendance de la justice. Alors, si pour moi le chef de l'État qui a l'exécutif en main est celui-là qui doit garantir la justice, peut-être Maître va m'expliquer en quoi est-ce que ça peut provoquer une certaine indépendance de la justice. Ça c'est d'un. De deux, je sais que par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, avant c'était le chef de l'État qui était le président, mais maintenant ce n'est plus lui, mais c'est lui qui nomme quelqu'un, c'est lui qui nomme un juge pour être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Mais si vous êtes jugé, si vous êtes nommé par le chef de l'État, vraiment il vous sera difficile d'être vraiment indépendant vis-à-vis de lui. Et donc forcément vous allez prendre vos ordres auprès de lui. Ensuite, il y a un élément sur lequel je vais m'appuyer aussi pour montrer que la justice ivoirienne est aux ordres de l'exécutif. Je prends le ministère public. Le ministère public est présidé, moi je vais me corriger cela, mais il est présidé par le ministre de la Justice. Et nous savons que le ministre de la Justice est quelqu'un qui est nommé par le chef de l'État, donc qui rend compte au chef de l'État, qui obéit au chef de l'État. Et le ministère public est présidé par le ministre de la Justice. Et au sein de ce ministère public, nous avons le procureur de la République, nous avons le procureur général, donc nous avons les pions essentiels de la justice. Alors donc, si le ministère public est présidé par le ministre de la Justice, qui, en Côte d'Ivoire ici, qui est aussi un militant du RAGP, alors vraiment, il me sera difficile, moi, d'admettre que notre justice est une justice indépendante. Mais les éléments qui vont me le prouver, souvenez-vous, en 2019, il y a deux associations des magistrats qui ont eu à faire des manifestations pour réclamer au niveau de l'État de Côte d'Ivoire leur indépendance. Je dis bien en 2019, il y a eu une association des magistrats, bon, ce qu'on appelle d'une manière peut-être d'une manière impropre, je dirais syndicat des magistrats, ils ont eu à réclamer cette indépendance de la justice parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient constaté l'intrusion de l'exécutif dans leur manière de fonctionner. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les magistrats eux-mêmes en 2019 qui ont eu à évoquer cela. Toujours en 2019, comme maître, lui, c'est un avocat, je sais qu'il y avait un bâtonnier, le bâtonnier Thomas
Thomas Zendri, qu'il connaît bien. Cet avocat aussi, au niveau du barreau, avait lui aussi interpellé justement la justice afin qu'elle puisse accomplir son devoir avec beaucoup d'indépendance. Donc, sur ces faits dénoncés par les juges eux-mêmes qui sont garants de cette indépendance-là, enfin, qui sont chargés de mettre en exécution cette indépendance de la justice, sur la base aussi des avocats qui travaillent aussi avec la justice, sur la base de leurs différentes plaintes, je peux donc m'appuyer sur le fait qu'il y a problème. Donc, pour moi, c'est sur cette base-là que je peux dire, en tout cas, contrairement à Maître Mété, que notre justice, elle n'est pas indépendante comme on le souhaite. Je suis d'accord qu'elle doit être sous l'autorité de la loi, mais est-ce que cette loi en Côte d'Ivoire, elle est vraiment, est-ce que le juge vraiment suit la loi ou bien elle est sous l'autorité de la loi comme on dit? Je dirais non. Et je donne quelques exemples. Je prends un petit exemple. Par exemple, au niveau du code de procédure pénale, je sais que quand quelqu'un il est en garde à vue, il y a un délai pour la garde à vue. Et ça, c'est la loi qui le prescrit. Mais pour ce que nous on a pu constater, nous par exemple, militants de GPS, on a beaucoup de nos soldats, nos proches qui ont fait des gardes à vue à hauteur de près de 1 mois, 2 mois. Ça, à mon avis, c'est une violation de la loi. Pourtant, les juges ont constaté cela, ils n'ont pas réagi. Donc, si c'est cette loi-là, à mon avis, on ne suit pas la loi comme il faut. Ensuite, la loi dit, au niveau de la Constitution, que nul ne doit être contraint à l'exil. Ben, je le dis, mon leader, Guillaume Soro, il est contraint à l'exil. Alors que c'est parce que la Constitution demande. C'est vrai, on va vous dire que c'est un exil volontaire, mais nous savons que dans la forme, l'exil, son exil n'est pas volontaire, il a été contraint. Donc pour nous, c'est fort de tout ça, nous disons que effectivement, les juges ne sont pas sous l'autorité de la loi comme on dit, mais les juges sont sous l'autorité du politique et de l'exécutif. Voici ce que je pourrais dire dans un premier temps, en attendant que les débats puissent s'engager. Merci beaucoup. Merci bien, M. Traoré Mamadou. Voilà. Maître Abdoulaye Ben Meïté, vous avez dit tout à l'heure que vous admettez qu'effectivement la justice ivoirienne est aux ordres, mais aux ordres de la loi. Voilà que votre co-débatteur est en train de dire que oui, elle est aux ordres, mais pas aux ordres de la loi, mais de l'exécutif. Que dites-vous de ça? Vous savez, je pense que mon co-débatteur n'a fait que confirmer ce que je disais tantôt. Parce que si je résume un peu les déclarations de mon co-débatteur pour ne pas me tromper, il a dit que c'est sur la base de faits qu'il estime que la justice ivoirienne serait sous les ordres de l'exécutif. Et pour soutenir, il a invoqué le chef de l'État comme étant le garant de l'indépendance de la justice. Il a également indiqué que le chef de l'État nomme, et donc les juges qui sont nommés par lui sont forcément redevables. Il a aussi indiqué que le ministère public serait présidé par le ministre de la Justice, qui est également un militant, un partisan parce que militant du RHDP. Il a chuté pour dire qu'en 2019, 2 syndicats de magistrats auraient dénoncé en réclamant l'indépendance de la justice. Et puis en 2019, il a invoqué le bâtonnier Thomas Zendri, qui aurait interpellé la justice afin de jouer son rôle en toute indépendance. Il a aussi dit que le juge n'était pas sous l'autorité de la loi, que la garde à vue n'est pas respectée, la durée de garde à vue n'est pas respectée, alors que c'est un droit, le droit de la défense. Il a aussi dit que nul ne devait être contraint à l'exil et que son leader serait en ce moment contraint à l'exil en Côte d'Ivoire, par les autorités de Côte d'Ivoire. Donc voici s'il est bien résumé. Tout à fait. Ce que je voudrais indiquer, c'est que s'il est vrai que, comme l'a dit André Gide, que c'est du particulier qu'on accède au général, mais le particulier ne fait pas le général. Je vais d'abord commencer par sa chute. Il a indiqué que la justice ivoirienne ne serait pas crédible parce que M. Guillaume Kibafori Soro serait en ce moment contraint à l'exil. Mais je m'arrête là pour dire qu'il faut faire attention avec les groupes de mots. M. Guillaume Kibafori Soro n'est pas un exilé. M. Guillaume Kibafori Soro est un fugitif. Parce qu'il faut faire la part des choses. M. Guillaume Kibafori Soro a été l'objet d'un procès. Il a été reconnu coupable de graves faits. C'est une vérité judiciaire. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord, mais ça reste une décision de justice. À partir de ce moment, républicain qu'il doit être, il doit effectivement se rendre pour répondre de la loi, pour répondre de la décision de justice qui aujourd'hui le consacre comme étant un condamné. Donc se mettre en dehors du cadre légal, vous ne pouvez pas non plus effectivement invoquer une qualité d'exilé. Le mot approprié à sa situation, c'est le mot fugitif. Maintenant, quand on a dit que le juge n'est pas sous l'autorité de la loi, et pour soutenir cette assertion, mon co-débatteur invoque des faits isolés. Il a invoqué des gardes à vue qui ne seraient pas respectés. Mais c'est justement, il y a des acteurs, des auxiliaires de justice. Leur rôle, c'est de s'assurer que les autorités de poursuite font respecter les droits de la défense. Et puis encore, là où nous parlons de garde à vue, on n'est pas encore sous l'autorité judiciaire, on n'est pas encore sous l'autorité du pouvoir judiciaire. Nous sommes en ce moment dans le cadre d'une enquête qui est menée par le ministère public. Et je l'ai dit, il faut qu'ils comprennent. Le procureur de la République est près du tribunal. Il n'est pas le tribunal. Le procureur de la République est un acteur, un adversaire dans le cadre d'une poursuite. Et j'ai dit que le procureur de la République répond des instructions de l'exécutif. C'est le représentant de
l'exécutif auprès du pouvoir judiciaire. Donc il faut le comprendre. Donc c'est pas parce que le procureur de la République reçoit des ordres de l'exécutif que ça fait du pouvoir judiciaire un pouvoir aux ordres. Parce que quand vous n'avez pas compris le rôle de chaque acteur, on peut se fourvoyer. La Côte d'Ivoire a hérité de de la perception française. Nous sommes une ancienne colonie française et nous avons hérité de la perception de ce pays-là. Et je pense que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pareil en France. Le parquet peut aux ordres de l'exécutif, mais le parquet défend la société. On peut lui donner des ordres qu'il peut exécuter tant que ces ordres sont légaux. Et c'est pour cela qu'on dit en matière judiciaire que c'est par rapport au parquet on dirait effectivement que la plume est serve et la parole est libre. Donc le ministère de la Justice a le droit en Côte d'Ivoire d'instruire le parquet à tel fait. Il voulait quand même ça, il faut que ce soit su. En 2019, il a appelé la justice afin de jouer leur rôle en toute indépendance. Je me rappelle effectivement de cette conférence de presse, du moins ce point de presse, le point de presse du bâtonnier Thomas Zénitri, et j'avais eu une réaction justement par rapport à ce point de presse-là, en ma qualité effectivement de député, et ça fait jaser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le bâtonnier, en ce moment, de mon point de vue, n'était pas dans son rôle. Il y a un procès, le procès a cours, les parties ont leurs avocats, et il devait rester sur les principes. Mais là, il avait pris position, et cette position était dérangeante, parce qu'il est sorti de son cadre. Mais dans tous les cas, dans tous les pays, la justice est toujours interpellée, la justice est toujours surveillée. Ce qui est quoi depuis normal, par les défenseurs des droits de l'homme, par tous les défenseurs des droits de l'homme, les parquets et tout ça. Même en France, c'est pas pour autant effectivement que la justice française est aux ordres. Et puis en 2019, 2 syndicats de magistrats auraient réclamé l'indépendance de la justice, mais c'est des syndicats. Je pense que ils ont dans leur rôle de syndicat, si cela est vrai, je m'en souviens pas. Je sais qu'il y avait un magistrat qui sortait de son cadre de magistrat, qui était très activiste. Il était plus qu'un magistrat, il était plutôt un activiste d'opposition. Et je pense que à ce niveau, il a bien voulu effectivement projeter le magistrat. Qui a décidé, je pense que de rester aux États-Unis. Bon, c'est son choix. Est-ce que le ministère public est présidé par le ministre de la Justice? C'est pas une affaire de présider. Le ministère public, comme je l'ai indiqué, il est sous les instructions de l'exécutif, incarné auprès du pouvoir judiciaire par le ministre de la Justice. Cela est parfaitement légal. Le chef de l'État nomme, et donc les personnes qui sont nommées lui sont redévables. Non, la loi ne rend pas redévables les personnes qui sont nommées par le chef de l'État. Et vous rappelez une célèbre pensée, sinon boutade de mon très cher confrère, l'ancien président du Conseil constitutionnel français, il a été nommé président du Conseil constitutionnel français. Dans son intervention... Conseiller Traoré Mamadou, allez-y, vous dites quoi? Il dit que M. Soro est fugitif. Vous dites quoi de ça? Alors, je dis que ce n'est pas vrai, pour la simple raison que tout le monde est témoin que le 23 décembre... Maître, allez-y rapidement, une minute, concluez, et votre co-débatteur va prendre la parole. Je disais que lorsque mon confrère avocat à Paris avait été nommé président du Conseil constitutionnel français, dans son intervention, il a dit tout de suite au président de la République qu'il avait à son égard une obligation d'ingratitude. Donc, lorsqu'un juge renonce au pouvoir légal que la Constitution et la loi lui confèrent, ce n'est pas le fait du pouvoir judiciaire, c'est des acteurs, c'est des personnes comme vous et moi. Il y a des policiers qui travaillent, il y en a, comme dans tous les pays, qui sont corrompus. Il y a des fonctionnaires, comme des enseignants comme mon cher co-débatteur, des enseignants qui font le travail en toute conscience. Il y en a qui ne font pas le travail. Ça ne fait pas du corps enseignant pour autant. Un corps corrompu ou bien un corps, complaisant. Il ne faut pas utiliser le fait d'une minorité de personnes, dans tous les corps, pour l'étendre effectivement au fait d'un corps certain. Et je pense que cela n'est pas aussi correct. Pour conclure, je dirais que mon co-débatteur n'a pas pu me faire la preuve de ses allégations. Il a pris des actions isolées et encore, il a pris des actes isolés, des événements isolés, mais dont la certitude même n'est pas établie. Je m'arrête là. Ok, merci bien. Allez-y, M. Traoré. Merci. Alors, je voudrais vraiment revenir sur le terme fugitif. Je dirais que je ne suis pas d'accord qu'ils disent que Guillaume Soro était fugitif parce que tout le monde est témoin que le 23 décembre 2019, lorsque Guillaume Soro a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, déjà dans la presse, et même il a été interrogé plusieurs fois, on lui avait dit que selon les informations qu'ils avaient, s'il rentrait en Côte d'Ivoire, on l'aurait arrêté. Il a bien dit à la presse que lui ne sait pas pourquoi on va l'arrêter, mais dans tous les cas, lui il va rentrer en Côte d'Ivoire et puis, en face des autorités, il va savoir ce qu'on lui reproche. Et tout le monde est témoin que lorsqu'il rentrait, les dispositions qui ont été mises en place au niveau de l'aéroport d'Abidjan, où on a vu toute une armée pratiquement qui allait à l'aéroport où l'avion devait atterrir, cela a interpellé, bien entendu, la tour de contrôle d'Abidjan et même du Niger, et c'est la tour de contrôle du Niger qui a
informé le pilote de l'avion pour lui dire que Abidjan n'était pas sécurisé. Et c'est comme ça, l'avion a détourné, le pilote a détourné son avion au niveau du Ghana. Et nous sommes tous conscients, et Guillaume Soro l'a dit, et il y a eu des éléments même qui l'ont corroboré, du Ghana, il voulait même voir comment il pouvait descendre de son avion, prendre la route, et puis rentrer au pays. Malheureusement, le président Alassane aurait, et selon les informations qui nous ont été données, demandé à son collègue, son homologue du Ghana, de ne pas permettre à l'avion de Guillaume Soro, de ne pas permettre à Guillaume Soro même de descendre de son avion. Donc c'est d'une certaine façon, c'est ce qui a contraint Guillaume Soro à retourner en Europe. Alors, je dis bien que si on lui avait donné la possibilité, si on n'avait pas créé les conditions pour que le pilote, pour la sécurité de son avion et des passagers de l'avion, détourne l'avion vers le Ghana, Guillaume Soro serait venu. Maintenant, il est parti. Est-ce que Guillaume Soro a eu l'assurance qu'il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire, venir se présenter à la justice sans qu'il y ait de difficultés? Je ne crois pas que l'État de Côte d'Ivoire ait pris des dispositions pour lui dire qu'il pouvait rentrer en Côte d'Ivoire sans aucune difficulté. En tout cas, à notre connaissance, ça n'a pas été fait. Et donc, quand vous n'êtes pas rassuré que, même si vous êtes en face de la justice, vous pouvez rentrer sans problème, quand vous n'êtes pas rassuré que des dispositions ont été prises pour que vous rentrez sans difficulté, mais vous ne pouvez pas rentrer. Donc, s'il est dans une situation de fugitif, comme il dit, il a été d'abord contraint à l'exil, et c'est de l'exil maintenant qu'il a pris sa position de fugitif, puisqu'il était obligé de changer de pays. De la France, il est parti en Belgique, de la Belgique, il est parti ailleurs. Donc, c'est ce mouvement-là que moi j'appelle fugitif. Mais je ne dis pas que le fait d'être hors du pays soit un statut de fugitif. Parce qu'on n'a pas donné des garanties à Guillaume Soro qu'il pouvait rentrer en toute sécurité. Il voulait le faire le 23 décembre, mais ça n'a pas été le cas. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau. Maintenant, c'est vrai que Maître Mété a dit que c'est sur des cas ponctuels que je m'appuie pour accuser la justice ivoirienne d'être aux ordres. Alors, il a dit c'est la loi. Je prends aussi le cas des députés le 23 décembre. Des députés de Côte d'Ivoire qui ont été arrêtés et jetés en prison sans que leur immunité parlementaire ne soit levée. Ça aussi, ça a eu ce débat-là. Si on devait suivre la loi, on devait attendre donc que ce soit l'Assemblée nationale qui puisse lever leur immunité avant de les mettre en prison. Mais ça a été tout un débat, on les a mis dedans et on a évoqué le cas de flagrant délit. Alors que nous savons tous que dans les faits, le premier flagrant délit ne pouvait pas être... Allez-y. Voilà, donc on a évoqué le cas de flagrant délit. Alors donc ça aussi, nous disons que à ce niveau-là, la loi n'a pas été respectée. Pour dire aussi au Ahmed, pour montrer que la loi n'est pas respectée, il sait, au niveau du code de procédure pénale, quand quelqu'un va en prison, il y a un délai qu'il doit faire, par exemple, pour passer devant le juge. Je prends par exemple le cas des gens qui sont poursuivis pour des délits. Au niveau du délai, c'est-à-dire que c'est un délai de 6 mois, on peut renouveler ce délai de 6 mois 2 fois avant qu'il ne passe devant le juge. Mais il n'y a pas longtemps, le ministre de la Justice lui-même, il a évoqué le fait que les gens sont en prison pendant des années sans être jugés. C'est-à-dire on ne respecte même pas le délai pour qu'ils passent devant le juge. Ça aussi, je dis que s'il dit que la justice est aux ordres de la loi, alors à ce niveau-là, la loi n'a pas respecté parce que le ministre de la Justice lui-même, il a dû taper du poing sur la table pour amener les magistrats à respecter les délais. Ensuite, je vais donner un exemple très simple pour montrer que la justice est une justice aux ordres. Nous nous rappelons qu'en 2015 ou en 2016, Simone Gbagbo avait été condamnée à 20 ans de prison. Et il y a eu un procès et au niveau donc du tribunal, finalement, elle a été jugée, elle a été acquittée. Nous avons tous vu qu'elle a été acquittée. La Cour de cassation a cassé la décision qui a acquitté Simone Gbagbo et on a fait encore un autre jugement où elle a été jugée à 20 ans. Et ça, la presse l'a démontré. Les juges qui avaient donc fait acquitter Simone Gbagbo ont tous été affectés en guise de sanction. Ça aussi, vous pourrez le vérifier, ça est dans la presse. Alors donc, c'est fort de tout ça que nous disons que notre justice n'est pas indépendante du judiciaire. Il a dit, c'est vrai que les juges qui ont eu à évoquer leur problème d'indépendance, c'est fort du constat qu'ils ont fait et ils l'ont dit, il y a l'intrusion permanente de l'exécutif dans leur manière de fonctionner et c'est ce qui a fait que eux, ils ont levé de la voix. Donc je dis et je répète que le cas que j'ai évoqué, ce sont des cas que nous avons vus et je précise que pour nous, la justice surtout, on la taxe de justice aux ordres quand il s'agit d'un problème entre le ministère public et les politiques. Mais quand généralement c'est pas des politiques, bon, à ce niveau-là, je reconnais que les juges quand même font l'effort d'être un peu corrects. Mais quand surtout ça concerne le ministère public et les hommes politiques, c'est à ce niveau-là que nous voyons l'intrusion du politique dans le judiciaire. Donc je viens préciser que quand on parle de justice aux ordres, c'est surtout quand le ministère public est confronté
portée à des hommes politiques. Et à ma connaissance, on n'a pas encore vu un homme politique qui est passé devant la justice de Côte d'Ivoire et qui est sorti vainqueur. Voilà pourquoi je dis que nos justices, elle est aux ordres, mais surtout le politique, quand ça concerne les hommes politiques. Mais sinon, quand c'est au niveau de la population ordinaire, bon, je reconnais qu'elle fait l'effort, quoique des gens reprochent à nos justices d'être beaucoup corrompus. Parce que ça aussi, ça a été évoqué. On a accusé, à tort ou à raison, des juges d'avoir fait passer des décisions contre la loi parce que ces juges-là auraient été corrompus. Ça aussi, je crois que ce problème a été même évoqué aussi par le ministre. Donc, vous dites que nos justices, elle n'est pas parfaite, je reconnais. Aucune justice n'est parfaite, même en Europe, ce n'est pas parfait. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, quand on parle de justice aux ordres, il faut surtout mettre l'accent sur les rapports entre le ministère public et les hommes politiques. C'est à ce niveau surtout, à mon avis, que je voudrais qu'on puisse mettre l'accent. Merci beaucoup. Merci bien, M. Traoré. On va rapidement donner la parole à M. Traoré Suleiman depuis Georgia et puis Chéri Balé se prépare. Allez-y, les amis. Ok, merci Charlène, merci Maître Abdoulaye Ben Meïté. Les amis qui interviennent, ne soyez pas trop longs, hein. Ok, vous avez juste 2 minutes 50, 2 minutes et demie, quoi, 2 minutes 30. Allez-y. Merci Monsieur Mamadou Traoré. Je voudrais d'entrée de jeu dire que moi je regarde froidement ce qui se passe chez nous et je vais faire une appréciation et poser peut-être une question. Je vais commencer avec la question. Je dis il faut qu'on soit très sincère lorsqu'on vient à ces émissions, qu'on se dise vraiment la vérité. Est-ce que si Monsieur Guillaume Tibafouri Soro avait accepté de rester au RHDP, il aurait été poursuivi comme il est aujourd'hui? Il faut qu'on soit sincère, qu'on se réponde et qu'on se regarde dans les yeux pour dire la vérité. Et je pense que en 2016, ce qui fait que pour moi la justice c'est très important, c'est parce que aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas une justice équitable. C'est un pilier fondamental de la démocratie. Le ministre de la Justice actuel, le constitutionnaliste Cissé Bakongo, tous ont dit ici en 2016, ils ont crié sur tous les toits, sur toutes les chaînes de télé que le troisième mandat n'est pas possible avec la constitution que nous avions. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Avec ça, on parle de crédibilité. C'est tout ça qui pose des problèmes. Il faut être sérieux, il faut être crédible, il ne faut pas jouer avec les mots. D'accord. C'est de la malhonnêteté intellectuelle que de... D'accord. Merci, Monsieur Traoré. On vous a saisi votre question. Il ridiculise et en même temps, il ridiculise les institutions qui doivent faire la force de la démocratie. Premièrement, la justice, lorsqu'elle est instrumentalisée par le gouvernement, son image est ternie aux yeux des populations. Les citoyens ne croient plus en leur justice et ce qui leur reste comme recours, lorsqu'il y a manque de confiance en la justice, ils se font justice eux-mêmes. Et c'est la rue, c'est la force, c'est les dérives et le chaos généralisé. Et là, le gouvernement en est totalement responsable. Donc, il faut faire attention avec la justice. Merci. Merci bien, M. Traoré. À Maître Abdoulaye et M. Traoré Mamadou, permettez que je prenne 2 autres questions et puis on va revenir à vous. Prenez note. Allez-y, Chéri Ezit Balé. Ouvrez votre micro. Ok. Merci, Charlène. Merci beaucoup pour cette émission. Comme on n'a que 2 minutes 50, on va essayer d'aller à l'essentiel. Moi, je pense qu'il faut sortir de la théorie pour analyser froidement tout ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'irai plus loin. Demandez si comment on appelle ça, comment vous avez dit votre thème là même, si la justice est aux ordres, voilà. Moi, j'irai plus loin pour dire qu'il n'existe même pas de justice en Côte d'Ivoire. Pas du tout. Au plan institutionnel, on viole la Constitution à tout moment, pourvu que ça arrange les objectifs du pouvoir en place. Et le chef de l'État, qui devait être garant de l'action là, il est le premier à violer. J'en veux pour seule preuve, son 3e mandat. Donc, la justice n'existe pas en Côte d'Ivoire parce que la séparation même des pouvoirs, qui est le principe même de la santé démocratique là, ça n'est pas non plus. La justice là, elle n'est pas aux ordres, elle n'est pas. Toutes les institutions sont en plein dysfonctionnement dans notre pays. Personne ne s'oppose à l'exécutif en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu une seule institution, malgré toutes les dérives, qui va se lever un jour pour dire le droit. Il n'y en a pas. Ça, c'est au plan institutionnel. Le conseiller Traoré Mamadou a déjà parlé des politiques, donc on ne va pas insister dessus. Mais ce que je voudrais insister, ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait qu'on est dans un pays où on ne respecte pas les procédures. On ne respecte pas les procédures. Quand on veut arrêter quelqu'un, au lieu de lui envoyer une convocation, on passe par des ruses et je ne vais même pas parler de mon cas. Regardez le samedi 17 novembre, j'ai fait une publication dessus aujourd'hui. Un enseignant à Gagnoa qui accompagne son fils à l'école, il s'en va répondre à un rendez-vous d'une dame qui l'a appelé la veille pour dire qu'elle veut inscrire, il est à la fois enseignant et maître de taekwondo. Elle veut inscrire son fils. Il s'en va à ce rendez-vous-là. Il y a 2 4x4 qui l'attendent. On le prend, on le met dans un véhicule. Après l'avoir brutalisé, on menotte ses pieds, on menotte ses mains et puis on le conduit à la DST. Et quand quelqu'un à la DST, là, si ses parents s'en vont demander s'il est là-bas, on répond toujours qu'il n'est jamais là-bas. Et il y a plein de personnes comme ça qui ont été enlevées dans ce pays. Dans un état de droit, on n'enlève pas les gens, on les convoque. Plein de personnes comme ça ont
été enlevés dans ce pays-là et envoyés dans des camps de concentration. Parce que quand on arrête quelqu'un dans les règles, c'est à la police qu'il est ou à la gendarmerie. Et puis après, il va au parquet. S'il doit aller au parquet, après, il va en prison. Chez nous, ici, on enlève les gens pendant plusieurs jours. De quelle justice on parle? On n'a pas assez de temps. Donc, je vais terminer sur le fait qu'elle est tellement corrompue qu'elle n'hésite pas aussi. Les acteurs qui sont dans le système judiciaire, particulièrement les magistrats, là, ils font partie des fonctionnaires les mieux payés, mais c'est les plus corrompus. Nous, on a fait la prison. C'est comment on libère les gens. Tu payes, tu sors. Tu payes, tu sors. Donc, c'est même pas une affaire de politique seulement. Les citoyens même là, c'est la justice qui les brime. Celui qui n'a pas l'argent, même s'il a raison, il peut rester en prison. Ils sont remplis là-bas. Et le conseiller a parlé des détentions abusives. Il y a un problème. Le code de procédure pénale là, dans son article 166, il dit qu'en matière correctionnelle là, c'est 6 mois renouvelable 2 fois. Et ça encore, c'est à condition que le juge le justifie. Ou en matière criminelle, c'est 8 mois renouvelable 2 fois. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui font plus de 10 ans en prison, ils n'ont jamais été jugés. Merci. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Moi, ça, c'est ma conclusion et j'assume. Il n'y a pas de justice. Il y a des corrompus, des vendus qui jouent la comédie. Merci, Dame Balé. Merci beaucoup. Je sais pas, avec ces deux questions, je sais pas si je pourrais prendre une troisième. Est-ce que M. Binaté est là? Ok, sinon, on va prendre... Est-ce que vous m'entendez? On vous reçoit maintenant. Allez-y rapidement. 2 minutes. Voilà, ma question, la suivante, hein. Voilà, parce que on a entendu dire que, voilà, je crois le leader générationnel, hein, le patron du GPS, je crois est contraint à l'exil. Bon, je ne sais pas, pourtant, je pense que on avait dit qu'il était libre de rentrer. Alors, il n'est pas rentré. Est-ce que il n'a pas volontairement décidé de se mettre lui-même à l'exil? Ça, c'était la première question. Et puis, deuxième question, adressée à Maître Abdoulaye Ben Meïté. Voilà, en Côte d'Ivoire, on parle souvent, voilà, de justice aux ordres. Vous avez dit que la justice, c'est vrai, est aux ordres des lois, et votre co-débatteur dit le contraire, que la justice est aux ordres de l'exécutif. Alors, est-ce que pour vous, je crois, les magistrats ou bien le ministre de la Justice qui est nommé par le président de la République, alors est-ce qu'il est possible, dans les faits, pour que les magistrats fassent effectivement leur boulot, parce que leur patron est nommé et dénommé par le président de la République? Merci. Merci bien, M. Binaté. Allez-y, Maître Abdoulaye Ben Meïté. D'accord, je vais d'abord commencer par une réaction à l'intervention de mon co-débatteur qui a dit que M. Guillaume Bafoué Soro ne serait pas un fugitif parce qu'il avait librement décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Il en aurait été empêché. Vous savez, il faut arrêter de jouer. Il faut arrêter de jouer avec les décisions des Ivoiriens. M. Guillaume Bafoué Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut. Il a décidé de rentrer une mise en scène grotesque d'un film hollywoodien pour faire sensation. Et je pense que ça libre à lui en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tant que, pour moi, il y a une condamnation pénale dont il ne veut pas en assumer les conséquences, avec cela comporte comme des voies de recours éventuelles, que librement il essaie de fuir sa responsabilité pénale, il n'est pas naturellement se cacher derrière ce vocable d'exilé. Et ça me permet effectivement de parler à la suite de M. Binaté, il a parfaitement raison. M. Guillaume Bafoué Soro, comme tous les Ivoiriens, sont libres d'aller devenir. Mais se mettre en marge, fuir une condamnation pénale, alors que, rappelez-vous, c'est lui qui disait à Blé Goudé qu'il conseillait à ce dernier plutôt de rentrer en Côte d'Ivoire, d'arrêter de se cacher comme un rat. Il était un bon conseiller en ce moment. Mais Moutatis Moutandis, que fait-il dehors? Qu'il vienne en toute responsabilité, assumer, faire les voies de recours, faire confiance à ses conseils et affronter les faits qui lui sont reprochés. Auquel cas, en l'espèce, ce n'est pas un exilé, c'est un fugitif. Parce qu'il veut dire, il n'a pas joué que le ministère public. Le ministère public, c'est le parquet. Le parquet, le procureur, le parquet, le ministère public est émanation de l'exécutif. C'est pour cela qu'on dit procureur de la République près le tribunal. Il n'est pas le tribunal. Il n'est pas le pouvoir judiciaire. Donc c'est normal, c'est légal que le ministre puisse recevoir des instructions de l'exécutif, du ministère de la Justice. Il faut le savoir. Non, c'est pas une illégalité. Il a dit seulement, et si c'est parce que c'est ce qu'il dit, il peut peut-être dire que le ministère, comme on appelle la justice aux ordres, parce que le ministère public est aux ordres du ministre de la Justice, mais effectivement, c'est qu'il ne comprend pas le fonctionnement de la justice. Et la Côte d'Ivoire est tributaire du même fonctionnement de la justice, comme en France, et je pense que ça fonctionne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport aux personnes qui ont été retrouvées comme ayant subi le fait, effectivement, du dysfonctionnement de la justice, c'est vrai, ça c'est une réalité. Mais est-ce pour autant, le ministre de la Justice s'en est offusqué? C'est un dysfonctionnement administratif. Mais je ne pense pas que le chef de l'État ait donné des instructions, ou l'exécutif ait donné des instructions pour dire ces personnes-là, il ne faut pas respecter leurs droits aussi mois renouvelables, il faut les garder
accordé Manu Militari à la MACA. Ce n'a pas été le cas, et parce qu'il faut être sincère. Mais ce que je veux dire, grosso modo, c'est que pour comprendre la justice, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne. Pour critiquer la justice, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne. Parce que, dommage, en Côte d'Ivoire, tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu constitutionnaliste. Et je regroupe les propos de M. Traoré avec ceux de Mme Pucheri Balé, à qui je dis bonsoir. Mais parlons effectivement du prétendu troisième mandat de M. Ouattara. Mais vous savez, quand on ne connaît pas quelque chose, il faut éviter les allégations. Il y a eu un débat là-dessus. Et peut-être Bakongo a dit, j'ai entendu Bakongo a dit, Tansa a dit, mais ce n'est pas la loi. Tout est dans nos opinions. Mais moi, j'ai dit, parce que j'ai été le conseil de Ouattara dans ce dossier. C'est moi qui ai indiqué que c'était le premier mandat de la troisième République. C'est une position, mais qui est juridiquement fondée. Et ce n'est pas cette juridiction, c'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Il ne faut pas faire la politique dans le droit. Et si on met plus de politique dans le droit, j'aurais dit à Mme Pucheri Balé, ses propos langage, mais ce que je voulais lui dire, c'est que plutôt se vêtir de sa toge de défenseur des droits de l'homme. Mais elle, non de sa toge des militants. Parce qu'elle est militante, non pas des droits de l'homme, elle est militante politique. Parce qu'elle était où? On fait reproche effectivement à ce que les Gaddafi ne sont pas respectés. Mais le régime auquel elle appartient, l'idéologie qu'elle partage, les personnalités politiques avec lesquelles elle est de connivence, on n'a même pas donné le droit aux gens de comparer devant un juge. Et c'est pas M. Traoré qui a dit le contraire. Lui qui a combattu cette injustice-là. Dites à Mme Simzo Balé, son référent politique qui a géré ce pays, arrachait l'âme des gens, tuait des gens, sans jugement. On a levé des gens avec un escadron. C'est en Côte d'Ivoire ici. Mais aujourd'hui, elle applaudit ces personnalités-là. Mais il faut être cohérent. Quand on fait les droits de l'homme, on dénonce ce qu'il y a à les dénoncer, mais on ne se cache pas derrière, effectivement, un simulacre de défense des droits de l'homme pour faire de la politique. Il faut assumer ce qu'on veut être. Quand elle dit qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, mais elle peut le dire parce qu'effectivement, c'est le même refrain de ses mandants, ou bien de moins de ses connivants. C'est le même refrain. La justice serait corrompue. Mais naturellement, la corruption, effectivement, c'est un délit, c'est une infraction. Et c'est une plaie dans toutes les sociétés qui connaissent une certaine évolution, une certaine embellie économique. La corruption est une plaie. Il faut la combattre, je suis d'accord avec elle. Il faut combattre cette corruption par tous les moyens. Mais en même temps, il ne faudrait pas faire effectivement de la politique politicienne au prétexte de défenseur des droits de l'homme. Mais je vais dire, pour répondre à la question de M. Binaté, Mme Boucher a pris l'exemple effectivement de cet instituteur qui révélait qu'il fait taekwondo, qui a été enlevé. Mais vous n'avez même pas un dossier. Vous n'avez même pas le contexte d'un dossier. Tout le monde n'est pas convoqué. Même en France, tout le monde n'est pas convoqué. On vous dit que quelqu'un est en train de commettre des actes terroristes, des actes de terrorisme en France. Vous pensez pas qu'on va lui donner une convocation par voie de commissaire de police pour dire faut nous rejoindre à tel commissariat. Mais il faut connaître la loi, connaître le fonctionnement processuel des choses. Il ne faut pas raconter des choses. N'essayez pas de salir nos institutions avec des émotions partisanes. Ça, ce n'est pas acceptable. Parce que Mme Pucheri Balé est très malvenue à donner des leçons à la Côte d'Ivoire actuelle. Parce qu'elle a été complice d'un régime liberticide, un régime meurtrier. On a vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici. Par rapport à M. Binaté, il a lui dit effectivement, je suis d'accord avec lui, c'est même pas un exil volontaire par rapport à M. Guillaume Bafoli-Soro. Il s'agit d'une fuite, c'est un fugitif. Relativement à la question qu'il a posée, est-ce que le ministre de la Justice, entendu qu'il nomme les magistrats, est-ce que les magistrats peuvent être indépendants de ce dernier? Il nomme pas les magistrats. Le ministre de la Justice propose, c'est sous sa proposition, en tant que ministre de tutelle, que le président de la République nomme aux hautes fonctions de l'État. Comme ici, comme en France, il nomme aux hautes fonctions de l'État. Il nomme les magistrats, comme en France. Maintenant, le magistrat qui est nommé, la loi lui donne un bouclier. Il lui appartient de s'approprier, de prendre ses droits, de se conformer à la loi. Mais ça, c'est pas le président de la République. Le magistrat a une protection légale, un statut désormais, ce qui n'était pas le cas, sans savoir reconnaître les efforts qui sont consentis. J'ai dit que le magistrat, c'est pas parce qu'on te nomme, comme en France, on t'a nommé, tu as une obligation d'ingratitude, mais tu as une obligation d'ingratitude vis-à-vis de la loi. Mais pour comprendre la justice ivoirienne, ne vous comprenez pas. Le système ivoirien n'est pas le même système que le même système que le système américain. Le procureur de la République, qu'on appelle effectivement attorney, il est élu, il n'est pas nommé. Mais c'est pas notre système de fonctionnement judiciaire. C'est pas le même système. Il gardait le citoyen américain, le résident américain. C'est ce que je m'avais dire pour terminer, pour dire que la critique, elle est très aisée. Tout le monde peut te raconter tout et n'importe quoi. Je pense que M. Traoré sera d'accord avec moi que M. Laurent Gbagbo, qui est le référent de Mme Pucheri Balé, n'est pas un référent en matière de démocratie, n'est pas un exemple en matière effectivement de respect des droits de l'homme. Auquel cas, M. Traoré je pense que Mme Pucheri Balé elle-même est là, elle se reconnaît comme partie civile. Pourquoi est-ce que vous insistez sur le fait qu'elle est un mentor? Madame, vous savez, non, c'était un débat, écoutez-moi, c'était un débat. Elle a avancé, elle a tenu des allégations. Les allégations qu'elle a tenues qui ne font que me conformer dans ce qui est sur elle comme effectivement, comme indice, mais des indices graves et concordants par rapport effectivement à son attitude politique, par rapport à son fonctionnement politique, parce qu'en réalité, c'est le nombril.
Attendez, non, je termine. Je termine. Voilà, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Elle enfonce Laurent Gbagbo, contre qui M. Traoré, ici présent, a pris les armes parce qu'il est liberticide. Et on n'a pas entendu Pousseric Balé en ce moment. Il termine là. Bon, monsieur Nasr Abdoulaye Ben Meïté, vous allez assumer vos propos parce que apparemment, ce que vous êtes en train de commencer, je ne sais pas si on pourra terminer. Heureusement que nous ne sommes pas dans une salle. On va donner rapidement la parole à M. Traoré Mamadou. Tous les de Paris se préparent et Daniel KGD. Excusez, j'avais pas répondu à M. Traoré. J'avais pas répondu à M. Traoré qui avait fait une analyse que j'ai pas. Bon, excusez, si vous permettez, en 2 secondes. En 1 minute rapidement, s'il vous plaît. Voilà. M. Traoré a dit qu'il ne faut pas se voiler la face. Que si M. Guillaume Soro avait effectivement adhéré au RHDP, il n'allait pas être poursuivi. Bon, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas un magicien. Ce qui n'a pas été, je ne commande pas ce qui n'a pas été. Moi, j'ai été invité comme un expert. J'apprécie la chose de façon objective sur les éléments à ma possession. Il a aussi indiqué qu'un pays ne peut pas se développer sans une justice forte. Je suis parfaitement d'accord avec lui et je me bats aussi. En tant que défenseur des droits de l'homme, je me bats pour qu'on ait une justice crédible et je pense que ça doit être le cas pour tous les Ivoiriens. Mais il ne peut pas aussi prendre prétexte de ce que M. Bakongo a dit, parce que le ministre de la Justice a dit. Je pense que nous sommes tous à même de réfléchir. Pour moi, les Ivoiriens doivent apprendre à réfléchir par eux-mêmes sur des éléments objectifs et crédibles. C'est ce que je voulais dire pour terminer. Merci bien, maître. Allez-y, conseiller. Bien, merci beaucoup. J'ai beaucoup ri quand j'écoutais maître. Alors, je vais justement répondre à une question que M. Traoré a posée. Il a dit, maître est revenu sur ça. Si Guillaume Soro avait accepté de rester au RHDP, est-ce qu'il serait poursuivi? Alors, je dis et je répète qu'il ne serait pas poursuivi. Voilà pourquoi nous disons que nous avons une justice qui est aux ordres de l'exécutif. Je dis bien, si Guillaume Soro était resté au RHDP, il ne serait pas poursuivi parce que l'élément aujourd'hui qu'on utilise contre lui, qui daterait de 2017, il était encore au RHDP en ce moment. Il était encore membre de la coalition. En ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mais il a fallu que Guillaume Soro décide de prendre sa liberté ou du moins de se séparer du RHDP que subitement cet élément qui existerait depuis 2017 apparaisse et c'est ça qui a été l'objet de sa condamnation à perpétuité. Donc, c'est la preuve manifeste que pour nous, cette justice-là est aux ordres de l'exécutif. Maintenant, je reviens encore, toujours le même Traoré, il a posé le problème du 3e mandat. C'est vrai, j'ai écouté maître, c'est vrai, on doit apprendre nous-mêmes à connaître des choses. Mais je dis, Cissé Bakongo, il fait partie de ceux qui ont rédigé la Constitution. Ouraga Obu fait partie de ceux qui ont rédigé la Constitution. Si je ne me trompe pas, le ministre aussi faisait partie, ou du moins, il suivait un peu aussi les rédacteurs de la Constitution. Alors, ceux qui ont rédigé la Constitution, qui sont des hommes de droit, ce sont eux qui sont sortis pour rassurer les Ivoiriens. Le ministre lui-même, il est passé devant les députés de Côte d'Ivoire pour les rassurer de ce que cette nouvelle Constitution-là n'allait pas donner un 3e mandat au chef de l'État. Alors donc, si des gens de droit, des spécialistes de droit viennent rassurer les Ivoiriens, pourquoi vous voulez encore qu'on puisse nous dire que ceux-là, ils ne connaissent pas le droit? Pour moi-même, c'est une manière de les insulter parce que, fort de leur expérience en matière de droit, ils ont rassuré les uns les autres. Et je dis bien, le ministre est passé devant les députés pour les rassurer de ce que cette nouvelle constitution n'allait pas donner un 3e mandat à Alassane Ouattara. Donc, à ce niveau, nous disons donc là encore que la justice est aux ordres de l'exécutif. Ça, c'est pour vraiment répondre aux questions de M. Traoré. Ensuite, là encore, je suis entièrement d'accord avec ma soeur Pousseric Balé quand elle dit que, effectivement, bon, notre justice a vraiment de gros dysfonctionnements. Je suis entièrement d'accord puisque elle et moi, nous avons connu, bien entendu, l'expérience du séjour carcéral. Et justement, d'ailleurs, je voudrais demander à chacun, j'ai fait un livre justement pour ça, dans lequel j'ai expliqué les détails de mon arrestation et la vie en prison et j'ai montré les failles dans ce livre-là de la justice. Et dans ce livre encore, j'ai démontré que notre justice n'était pas indépendante. Dans ce livre, c'est écrit actuellement, nous sommes ça y est en librairie. Donc vous dites que c'est sur la base d'une expérience que j'ai vécue et j'ai voulu mettre cette expérience-là dans un livre qui existe actuellement en librairie. Donc je suis d'accord avec ma sœur Pousseric Balé. Et maître a évoqué le cas de Laurent Gbagbo. Oui, il a accusé de tous les noms, c'est vrai, nous on a pris les armes contre lui, je le connais. Mais aussi, publiquement, j'ai fait des posts où j'ai demandé pardon à Laurent Gbagbo de l'avoir combattu. Parce que je me suis rendu compte que je l'ai combattu sur des faits, à mon avis, qui n'étaient pas tout à fait peut-être ce que je croyais. Et à ma connaissance aussi, Laurent Gbagbo est allé à ces pays. Il y avait les avocats de l'État de Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo. Il y avait pas les avocats de l'État de Côte d'Ivoire, mais en fait, le procureur contre Laurent Gbagbo
Gbagbo, mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo est acquitté des crimes pour lesquels il est accusé. Donc, sur la base de ça, déjà, je considère que Laurent Gbagbo a été accusé à tort. Moi, je dis, si on s'appuie sur la décision de la CPI a acquitté Laurent Gbagbo des accusations portées contre lui. C'est pour tout ça que moi, j'ai demandé pardon publiquement à Laurent Gbagbo. Alors, ensuite, c'est vrai, Maître Binaté a évoqué le fait que on revient encore tout sur le cas de Guillaume Soro. Est-ce qu'il est libre de rentrer comme on dit? C'est vrai. Mais regardez aussi, pour vous dire que moi je dis encore toujours que Guillaume Soro n'est pas fugitif, mais il est exilé. Il a fallu que Guillaume Soro fasse une déclaration pour dire qu'il mettait fin à son exil, alors que subitement on constate que nos frontières nord sont bouclées par l'armée. Alors comment vous voulez que ça puisse rassurer Guillaume Soro à rentrer au pays? Il a fallu seulement qu'il dise publiquement qu'il met fin à son exil, que nos frontières nord soient bouclées par l'armée. C'est un message pour lui dire qu'il n'est pas le bienvenu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que le politique va dire qu'il peut rentrer, mais le fait de boucler les frontières nord parce que Guillaume Soro est au Niger et au Burkina Faso, c'est la preuve qu'il n'est pas le bienvenu. Même s'il voulait venir répondre à la justice ivoirienne, mais les dispositions militaires qui ont été prises montrent clairement qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, voilà pourquoi j'insiste pour dire que Guillaume Soro était un exilé, quelqu'un qui a été contraint à l'exil. Maintenant, Binaté aussi évoque le problème de toujours, et bien sûr. Alors, donc, Mété effectivement a posé, plutôt Binaté a posé la question de savoir est-ce que effectivement le magistrat il peut être indépendant. C'est vrai, Maître Mété a dit que c'est possible. J'ai donné l'exemple des magistrats, ou du moins des juges qui ont acquitté Simone Gbagbo. Elle a été acquittée, la Cour de cassation a cassé la décision et les juges qui ont fait ce travail-là ont été affectés en guise de punition. Mais quand leurs collègues juges voient cela, est-ce que vous pensez qu'un juge fort de cela aura le courage de venir dire ce que l'exécutif ne veut pas entendre? Il sait qu'il sera sanctionné. Surtout que les juges sont nommés par l'exécutif. Leur promotion est faite par l'exécutif. Un juge qui s'amuse, à partir de cet exemple que je viens de donner là, qui s'amuse à aller prendre une décision de l'exécutif, il est sûr et certain qu'il sera sanctionné et il n'aura aucune promotion. Alors, fort de cela, nous disons que dans les textes, on parle d'indépendance de la justice, mais dans les faits, je suis désolé, notre justice, elle n'est pas indépendante de l'exécutif. Ça, je le dis, elle n'est pas indépendante de l'exécutif. Maintenant, je voudrais aussi, sans vouloir défendre Pulchéry, dire à Maître que c'est vrai, c'est facile d'accuser les uns les autres d'être de tel bord parce que on tient des propos qui ne vont pas dans le sens que nous on souhaite. On accuse cette personne de tel bord. C'est la même déduction que Maître fait. L'arrivée de Guillaume Soro, le 23 décembre, il a mis ça sous forme d'une sorte de mise en scène. Comme aussi la tentative d'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul, les mêmes encore sont venus dire que c'est une mise en scène. Voilà leur problème. Ils n'acceptent pas du tout certaines réalités, certaines vérités. Et je dis et je répète que nos justices, vraiment, elles gagneraient à être indépendantes parce que Maître est le seul peut-être réellement qui va croire que cette justice-là, elle est indépendante. Sinon, aujourd'hui, en tout cas pour nous, face aux politiques, elle n'est pas indépendante. Maintenant, il a dit quelque chose. Je prends le cas de Kader Doumbia, qui était mon co-détenu. Lui, c'est un politique, on l'a arrêté, mais il a fait pratiquement près de 5 ans avant de passer devant le juge pour finalement être condamné à 20 ans. Voilà des cas concrets qui se passent. Mais je reconnais que moi, par exemple, je l'avoue, me concernant, j'avoue que la procédure a été respectée. Moi, comme c'était un cas de délit, les 6 mois après, on m'a jugé. Ça, je reconnais que la procédure a été respectée. Mais, ça c'est mon cas. Mais j'ai vu beaucoup d'autres cas, vraiment, la procédure n'a pas été respectée. Et c'est pourquoi nous disons que cette justice est aux ordres. Maintenant, l'autre élément, la condamnation de Guillaume Soro à perpétuité, ça aussi, je suis désolé, quelques mois avant cette condamnation à perpétuité, le chef de l'État n'a pas fait preuve de son devoir de réserve vis-à-vis de la justice. Dans une intervention publique, il a dit clairement que Guillaume Soro mériterait la prison à perpétuité. Et subitement, il est jugé en juin 2021, mais il est condamné à la prison à perpétuité. Nous dirons que la justice n'a fait que obéir aux instructions du chef de l'État qui demanderait que Guillaume Soro soit condamné à perpétuité. Donc voilà pourquoi nous disons que à ce niveau-là, nos justices sont aux ordres. Et vous allez constater une chose, quand nos justices ou bien les Ivoiriens sont au niveau international, au niveau de la justice internationale, qui est une justice apparemment indépendante, ils gagnent les procès. Maître Mété le sait, je crois qu'il était même un des avocats de l'État de Côte d'Ivoire contre Guillaume Soro à la Cour africaine des droits de l'homme. Par deux fois, je pense que ils ont perdu le procès face à Guillaume Soro. C'est la preuve que, quand la justice est indépendante, les choses se passent très bien. Mais là, comme ils ont perdu le procès, donc je disais que, en fait, pour montrer que nos justices est aux ordres, ou du moins
que quand c'est une justice qui est indépendante, elle fait son travail correctement. Maître Mété, il est un des avocats. Il était un des avocats, si je ne me trompe pas bien, si je ne me trompe pas, il était un des avocats à la Cour africaine des droits de l'homme contre Guillaume Soro. Mais là-bas, par 2 fois, Guillaume Soro a gagné le procès. Mais comme nous sommes venus en Côte d'Ivoire, il a perdu le procès. Alors pour dire, est-ce à dire que nos avocats ne sont pas suffisamment outillés? Non, je ne crois pas. Mais c'est parce que quand c'est une justice au niveau de la Côte d'Ivoire, je l'ai dit, je n'ai pas vu un seul opposant en Côte d'Ivoire face à la justice ivoirienne, face au ministère public, vraiment, qui a pu gagner son procès. Sauf si Maître Mété m'en donne un exemple, mais je n'en connais pas du tout. Je n'en connais pas du tout. D'accord. Voilà pourquoi je dis peut-être que la justice ivoirienne, en tout cas, surtout concernant les hommes politiques, elle est une justice aux ordres du politique et de l'exécutif. Merci bien. Donc allez-y sous les de Paris. Bonsoir chers tous, bonsoir à vous. Merci beaucoup à tous les panélistes. J'aimerais, sans langue de bois, rentrer directement dans le vif du sujet. Quand on défend un régime liberticide, autocratique, despotique, quand on défend un régime qui n'en a plus des droits de l'homme, on ne peut pas venir ici nous dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a un état de droit. Monsieur le président Guillaume Soro a quitté cette fêtière en 2019. Vous ne pouvez pas venir dire à des personnes qui étaient avec vous hier que ce n'est pas politiquement motivé ce qui se passe aujourd'hui dans le cas du président Guillaume Soro que vous avez créé. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi le président Guillaume Soro quand il était avec vous sur l'état même sur la base même de ça disant une maison recélée où il a eu 20 ans de prison. C'était bien avant, quand on le dit en droit, le statut co-honté. C'était bien avant que le Guillaume Soro a eu cette maison. Mais vous avez exhumé un dossier pour pouvoir le condamner, chers messieurs. Et donc, venez nous dire ici qu'en Côte d'Ivoire, il y a un état de droit, c'est se moquer de nous. Mais monsieur Ben Meïté, un homme, c'est sa conscience et Dieu. Mais les juges qui ont acquitté Madame Simone Babo. Ces juges ont été simplement affectés par votre régime, M. Ben Meïté. Mieux, puisqu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice, c'est une justice qui est aux ordres. On a vu que le président Guillaume Soro, quand vous l'avez judiciarisé en Côte d'Ivoire, il a déporté le dossier devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais vous étiez là-bas, M. Ben Meïté. Mais quand on aime la justice, quand on respecte la justice, il faut quand même avoir, l'amabilité, la décence d'appliquer les décisions de justice. Mais quand vous prétendez que le premier ministre Guillaume Soro est un fugitif, cher monsieur, votre mentor, M. Ouattara, votre employeur, M. Ouattara. M. Ouattara, ici, sous le président Bédié, il avait un mandat d'arrêt international, mais il était un fugitif également. Pourquoi n'est-il pas rentré en Côte d'Ivoire pour venir répondre devant la justice ivoirienne? Et il a refusé, M. Alassane Dramane Ouattara. Il a dénoncé cette justice inique, cette justice aux autres, le président Bédié. Pourquoi vous voulez nous dénier le droit de pouvoir dire que votre justice est caporalisée? Cette justice qui donne les 20 ans aux opposants en Côte d'Ivoire. Mais chers messieurs, on a vu sur des militants du RHDP se déporter, c'est madame Lorounion. Ils l'ont menacé à visage découvert. Elle a porté plainte. Ensuite, ils n'ont jamais été convoqués. On a vu, chers messieurs, l'impunité qui prime en Côte d'Ivoire face aux militants de votre parti, de RHDP. Ils menacent à tout va. On a vu ici, c'est seulement les militants de l'opposition qui sont criminalisés, qui sont judicialisés. C'est ici, devant tous en mondo-vision et en réalité, pas par retransmission en différé. Mais on a vu M. Sanson Kambile, ministre actuel de Côte d'Ivoire de la Justice, dire que nous subodorons que M. Ouattara avait fait un 3e mandat. On a vu M. Cissé Ibrahim Bakongo. On a vu M. Ouaga Obou, qui était le président du panel. Parce que M. Ouattara a mis en place un panel pour rédiger la lettre et l'esprit de la Constitution actuelle de Côte d'Ivoire. Ces personnalités qui ont écrit la Constitution, l'esprit et la lettre nous ont fait comprendre que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Donc par quelle alchimie, puisque M. Meïté nous dit que tout le monde est devenu constitutionnaliste, alors par quelle alchimie M. Ouattara a pu être candidat, a pu faire un 3e mandat? Voilà, d'abord à l'attention de M. Traoré, que j'aime bien, il le sait, à M. Souman Traoré. Je voudrais dire que, vous savez, il ne faut pas éviter les allégations dans un débat. La Côte d'Ivoire, effectivement, j'étais membre de l'expédition à la Cour pénale internationale et nous avons gagné notre procès. La Côte d'Ivoire est intervenue parce qu'il faut savoir effectivement qu'il n'y avait pas d'avocat de Côte d'Ivoire dans le procès ministère public contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI. Il faut le savoir. Parce qu'il faut éviter de raconter tout et n'importe quoi. La Côte d'Ivoire a constitué des avocats devant la Cour pénale internationale, dont moi-même, à la suite de l'acquittement de M. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a déposé une demande de mise en liberté provisoire, de liberté totale. Le parquet a fait appel. La Côte d'Ivoire a demandé une intervention devant la Cour pénale internationale conformément au statut de Rome. Et la Côte d'Ivoire nous a saisi à l'effet d'aller porter sa volonté de voir ses accusés garder jusqu'à ce que la Cour d'appel vide sa saisine. Et ça a été un débat entre artistes, l'avocat de M. Laurent Gbagbo, M. Ndrick Claver, l'avocat de Charles Blé Goudé, moi-même à la Cour pénale internationale, et le résultat des courses, notre observation, parce que nous avons été autorisés à faire des observations, et ces observations se trouvaient pertinentes, qui ont permis à ce que les gens ne soient pas élargis, il n'y ait pas la liberté totale de mouvement. Donc ce procès, ils n'ont pas perdu. Je prends la Cour africaine des droits de l'homme. Je ne vais pas jeter le peuple cette cour. Vous savez que l'un des avocats de M. Guillaume Soro, de son cabinet, un de mes excellents confrères, son associé à son cabinet est le président de la Cour africaine
africaine des droits de l'homme. Mais pas pour autant que je jette le discrédit effectivement sur cette cour. Qui vous dit que c'est pas M. Guillaume Soro qui est le corrupteur? Je parle pas de ça. Mais je voulais seulement dire que ce procès devant la Cour africaine des droits de l'homme est porté sur un fait spécifique devant le juge d'instruction. Et la décision qui a été rendue, c'est même pas une décision qui peut ébranler une procédure. Donc, M. Souleymane Traoré, quand il ne connaît pas quelque chose, il n'a qu'à s'informer. Il faut savoir que c'est pas un procès perdu. Ils ont obtenu une décision provisoire. Et la décision provisoire a coïncidé avec la sortie de Côte d'Ivoire. J'ai pas perdu 2 fois un procès. J'ai plaidé dans l'international et c'est pas effectivement sur un dossier politique forcément que je plaide. Il faut qu'il le sache. Et ça à l'attention de M. Traoré Mamadou et M. Souleymane Traoré. Il faut savoir quelle est la valeur juridique des propos de M. Bakongo, de M. Ouraga Obou et de M. Sanson Kabilé. Objectivement, quelle est la valeur juridique qui s'attache à cela? Quel texte fonde une portée légale à leurs propos? Il faut rester dans les principes. Ça, c'est une lecture politique. Et il faut faire la lecture que je mène est une lecture juridique. Mais j'aimerais vous dire, je suis député à l'Assemblée nationale. Je suis président de la plus grande commission de l'Assemblée nationale, qui est la commission de l'affaires générales institutionnelles. Nous prenons des textes, nous élaborons des lois. Lesquelles lois sont, avec notre esprit, auxquelles lois le juge donne une interprétation même plus large que ce que les parlementaires ont vu. Donc, la loi, elle est interprétative. Quelqu'un peut avoir une personne peut avoir une autre lecture. Sinon, il n'y aurait pas d'avocat. On allait faire mathématiques 1 + 1 = 2. Mais on arrive à dire au texte une lecture, une certaine lecture, qui peut ne pas être l'approche de 2 avocats sur le même texte. Chacun peut avoir son interprétation après contrôler effectivement des politiques de les juges. Il faut savoir que le prétexte tiré de la déclaration de M. Sissi Bakongo, de M. Ouraga Obou ou de M. Sanson Kabilé sont des propos qui consolident cette position-là. Mais je vous le dis en réalité, la candidature de M. Ouattara, Afin Guessa l'avait dit, le président Afin Guessa à l'époque, lorsqu'il s'agissait effectivement de voter cette constitution, il a dit, cette constitution permettra à M. Ouattara légalement de briguer un autre mandat à la faveur de cette nouvelle constitution. Il a dit, il a été clair là-dessus. Si Bakongo a trouvé à redire, mais pourquoi on ne peut pas référer à ce que Afin Guessa avait dit? Parce que ça ne vous arrange pas, parce qu'il s'agit de discréditer un postulat. Vous savez, il faut éviter de faire des débats de personnes. Allons-y sur des débats de principe. Moi, j'ai pas dit, j'ai dit qu'effectivement, notre justice, comme toutes les justices, il y a des dysfonctionnements. Même en France, il y a des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Mais la question qui nous est posée, ce n'est pas sur les fonctionnements de l'appareil judiciaire, mais c'est la relation entre les dysfonctionnements et la décision politique. C'est là le débat. Il y a des dysfonctionnements, c'est vrai. Moi-même, là, j'ai défendu des gens qui ont été oubliés par l'administration. Parce que les archives sont effectivement, les archives, il faut essayer de les numériser. Il y a des dysfonctionnements. J'ai eu le cas de certaines personnes qui ont subi ces dysfonctionnements. Mais ce n'est pas M. Ouattara qui est quitté pour dire telle personne pour les garder en prison. Il faut éviter de tout tirer. Pour terminer, je pense qu'il faut poser un débat serein. M. Traoré Mamadou, c'est pas la première fois que nous débattons, vous savez bien. Et vous savez que nous avons débattu toujours en toute objectivité. On a été toujours d'accord qu'on n'est pas d'accord sur des points. Mais à aucun moment que dans mes propos, vous avez dû entendre effectivement que je vous taxe d'être ceci ou cela. Mais par rapport à Mme Pouchelik Balé, je suis désolé si mes propos sont effectivement un peu offusqués. Mais je vais quand même mettre en exergue un certain postulat. Un défenseur des droits de l'homme pose des problèmes des personnes. Il ne pose pas des problèmes des personnes, pose des problèmes des principes. Lorsqu'il y a des dysfonctionnements, il faut documenter. Il faut s'adresser à qui de droit. Le CNDH le fait. Les autres associations de défense des droits de l'homme le font. C'est documenté. Il y a un Conseil national des droits de l'homme qui documente il y a un répertoire de violation des droits de l'homme. Je suis président du réseau des parlementaires pour la promotion, la protection, la défense des droits de l'homme. Je milite aussi en faveur des défenses des droits de l'homme. Je documente certaines violations. Je le fais. On n'a pas besoin d'être RHDP ou quoi que ce soit. C'est vrai que je suis RHDP. Je suis avocat. Mais aucune incompatibilité. Il n'y a rien qui m'empêche d'être avocat et d'être militant. Rien ne m'empêche pour le faire. Sarkozy était avocat. Et après, Mitterrand était avocat. C'est pas parce que effectivement je suis avocat que ça m'oblige effectivement à ne pas militer un parti politique. Mais militer un parti politique ne m'empêche pas, écoutez-moi bien. Je termine. Militer un parti politique ne doit pas empêcher d'avoir un minimum d'objectivité devant certains sujets spécifiques. Je dis et je répète, il y a quelques dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire, mais quant à savoir ce dysfonctionnement relève d'ordre manifestement illégal du chef de l'exécutif. Les éléments que j'ai à ma possession ne me permettent pas de le dire, donc j'ai dit que la justice ivoirienne, comme toutes les justices, fait son travail dans le respect de la loi. Il y a des dysfonctionnements. Je pense qu'à nous tous de conjuguer nos efforts pour faire améliorer, faire avancer cette justice qui nous appartient tous, et non de la discréditer à longueur de journée, de la dénigrer. L'herbe n'est pas tout ailleurs. Le gourou est là. Oui, je suis là. Bonsoir à vous tous. Bonsoir M. Ben Meïté, M. Traoré, bonsoir à vous tous. Bonsoir aux auditeurs. Alors moi j'aimerais dire à M. Ben Meïté que dire que Guillaume Soro est un fugitif, quand même mépriser le chef d'institution qu'il a été. Voilà, Guillaume Soro n'est pas un fugitif, il faut le rappeler à tous les Ivoiriens. Il a fait la Côte d'Ivoire sans problème et c'était il a voulu rentrer jusqu'en le 23 décembre 2009. Et le président Guillaume Soro, on nous dit qu'il a un mandat d'arrêt international.
sa tête. Voilà. Et monsieur Bakary, qui est général aujourd'hui, le général de corps d'armée du côté du président, qui a dit qu'il était en connexion avec le président James Soro, sur son éventuel entrée en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019. Et il n'y avait pas de problème jusqu'à ce jour. Et c'est le jour J qu'on nous dit que le monsieur ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un mandat d'arrêt. Si personne n'est dans son lit pour être raison, et qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on nous prenne ici, pour des enfants. Deux, j'aimerais dire à monsieur Ben Meïté que nous avons monsieur Cissé Bakongo qui a utilisé l'article 183 de la Constitution pour nous dire que la législation en vigueur reste applicable. Donc moi j'aimerais demander à monsieur Ben Meïté, à quel moment monsieur Ouattara pouvait se présenter pour un troisième mandat de la fameuse pour un premier mandat de la fameuse République dont parce que là monsieur Bakongo a été clair. L'article 183 ne permettait pas à monsieur Ouattara d'être éligible. Le premier comment il s'appelle s'il vous plaît? Il s'appelle Daniel Koulibaly. Merci. Daniel, merci. Je pense que M. Traoré est venu avec un boï, il me semble. La Sorosé est très représentée, il me semble. La Solo-Gang. La Solo-Gang est très représentée. Monsieur Ibrahim? Oui, je suis là. Ok, allez-y. Vous avez 1 minute et 30 secondes. Allez-y. Alors, merci bien de m'avoir passé la parole. Je dis bonsoir et je salue tous vos invités. On est dans un bon débat propre, merci bien. Et je félicite son honorable métier qui a fait vraiment une bonne présentation. J'approuve qui a montré son intellectualisme et sa maîtrise en soi de pouvoir parler et élucider beaucoup de choses qu'on ne savait pas, éclairer beaucoup de choses avec beaucoup de cas. Bon, je voulais vous dire que il y a beaucoup de choses qui ont été dites au sujet d'Alassane Ouattara. Je voulais dire aux auditeurs que quel que soit ce qui va se passer, l'opposition est dans sa ligne de conduite. Surtout le GPS et le Soro. Restez dans votre logique des choses. Tout ce que vous dites là, on vous suit. On sait que vous êtes dans une logique de coup d'État. Sans coup d'État, Soro ne peut pas être candidat. Il ne peut pas prendre la tête du gouvernement en Côte d'Ivoire. Donc, restez dans votre logique. Nous savons que lui qui fait le travail de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Vous supportez les Poutine, vous supportez les Kagame qui sont dictateurs, qui sont là depuis des années. Mais en Côte d'Ivoire, dans votre propre pays, vous vilipendez votre président qui fait du bon boulot, qui est apprécié par tout le monde entier. Donc, je voulais poser la question à mon cher frère honorable, mon cher grand frère honorable. Je dis que, monsieur, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, nous voyons les ponts, nous allons voir les salles qui sont créées, les plus grands salles en Afrique. Nous voyons aujourd'hui, demain, bientôt, il y aura l'inauguration du grand tunnel d'Abobo qui va jusqu'à Niamey. Que pensez-vous de tous les projets que nos présidents font par rapport à l'ouverture de 2025 pour le RHDP? Merci bien de m'avoir passé la parole. Monsieur Diallo? Oui, vous m'entendez? Très bien, allez-y maintenant. Ok. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord interpeller Monsieur Binaté afin qu'il sorte, n'est-ce pas, de ce carcan de comédie lyrique-là, qui l'a d'ailleurs pris par quelqu'un d'autre, consistant à dire que le président Guillaume Soro peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il veut, comme il veut, quelque chose comme ça. Mais vous savez, vous qui le dites, et ceux qui l'ont dit avant vous, qu'il s'agit d'une pure comédie. Nous connaissons tous la réalité. Mais si c'était le cas, pourquoi le 23 décembre, on ne l'a pas laissé rentrer? Et j'ai entendu Maître Meïté qui semble dire qu'il s'agissait d'un montage. Mais vous pensez que quelqu'un peut aller juste à prendre un avion depuis la France pour faire juste un montage et venir passer sous le nez de la Côte d'Ivoire juste pour faire croire que je voulais rentrer, mais en réalité, c'est ceci ou cela. Mais non, soyons un peu sérieux. Lorsqu'il s'est posé au Ghana et qu'il a tenté de vouloir rentrer même par voie terrestre, on a vu les dispositifs qui étaient déjà en place. Et par l'aéroport d'Abidjan, il y avait tout un dispositif militaire qui d'ailleurs n'en voulait même pas tout simplement, n'est-ce pas, à la personne de Guillaume Soro, mais qui voulait le cadavre de Guillaume Soro. C'était clair. Bon, alors, ceci dit en passant, je voudrais demander à Maître Meïté, on a vu que depuis un certain nombre d'années, la justice se plaît à distribuer des 20 ans comme s'il s'agissait de petits pains. Mais je voudrais lui demander, la justice n'a-t-elle pas d'autres condamnations que des 20 ans, à tel point que des Ivoiriens, lorsqu'il s'agit de juger, n'est pas des opposants, s'amusent même à faire des plaisanteries dans les rues avant jugement pour dire, oh non, on sait que c'est pour aller prendre 20 ans. Et effectivement, le verdict tombe, c'est 20 ans. Mais comment vous comprenez cela? Et cela cadre parfaitement bien avec une assertion que M. Ouattara a eu à dire à l'époque quand il était dans l'opposition critiquant M. Laurent Gbagbo, que lorsque l'on est au pouvoir, on peut manipuler la justice à ouais. Mais aujourd'hui, ce qui se constate est même pire que du temps de M. Laurent Gbagbo. Alors, comment vous expliquez cela, M. Maître Bey? D'accord, merci bien. Merci bien, M. Diallo. Retenez votre micro rapidement. Monsieur Abrochi, depuis le port. Oui, Charlène, bonjour. Ok, j'aimerais, merci déjà, Charlène,
Charlène, et puis par rapport à tout ce que tu fais, n'est-ce pas, je salue l'honorable Meïté et puis l'honorable Traoré pour le débat qu'il nous offre aujourd'hui. Bon, moi j'ai deux petits conseils, puis j'ai posé ma question à Maître Meïté. Maître Meïté, dans son intervention, il est en train d'intervenir et d'agir en tant que avocat, en tant qu'homme de droit, mais il est également politique. Et ce qui est gênant pour nous, je suis Léopold Abrouti, président de la Nature Nouvelle. Ce qui est gênant pour nous politiques, c'est cette double casquette là. Ce qui fait que bien souvent on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait. Est-ce qu'il parle de droit, donc en tant que technicien, ou bien est-ce qu'il parle de politique en tant que concepteur, n'est-ce pas, d'une vision, d'une politique concernant, n'est-ce pas, la justice ivoirienne. Mais il a dit quelque chose qui est fondamental, c'est que, et sur cela on est d'accord, il y a des dysfonctionnements, et nous en tant que politique, on doit apporter, n'est-ce pas, après avoir adressé le problème, en fait qu'on apporte, n'est-ce pas, des solutions, des positions, des solutions en fonction des politiques et des visions que nous avons pour la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il intervenait, il a essayé de reprendre, n'est-ce pas, les précédents intervenants sur le fait que il y avait soit un manque de respect ou bien un manque. Mais lorsque lui Sobodor que le président Soro Guillaume que le président Soro Guillaume peut, n'est-ce pas, être un corrupteur de la Cour africaine, je dis que ce n'est pas également élégant, ce n'est pas élégant. Donc moi je reviens poser une question sur la justice et surtout sur le Conseil constitutionnel. On a vu la condamnation du président Laurent Gbagbo, mais on se rappelle bien évidemment que le président Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel. Moi personnellement mon parti est contre, n'est-ce pas, cela, et on va réformer cela. Bientôt on va proposer quelque chose d'ivoirien par rapport à cela. Le président Laurent Gbagbo est membre du Conseil constitutionnel et cela a été repris le 14 septembre 2020 lors de la décision délibérée donc par rapport donc à sa candidature, où le président du Conseil constitutionnel nous rappelait à tout Ivoirien que compte tenu du fait qu'il était membre du Conseil constitutionnel et qu'il n'avait pas, n'est-ce pas, renoncé à cette charge-là, à cette fonction-là, il ne pouvait pas candidater à l'élection présidentielle. Mais en même temps, donc si on se fonde sur l'article 132 ou 131 concernant les membres du Conseil constitutionnel, M. Laurent Gbagbo ne peut pas être jugé ni être condamné, que ce soit en correctionnel ou même ou même d'autres façons. D'autant plus que le Conseil constitutionnel lui reconnaît toujours à la date 14, n'est-ce pas, du 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel lui reconnaissait toujours le droit d'être membre. Donc ça veut dire quoi? Qu'avant sa condamnation, selon la Constitution, selon le droit que lui il a en tant que membre du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel devait révoquer, n'est-ce pas, lui révoquer le droit d'être membre. Or, cela n'a pas été fait et il a été jugé, il a été condamné. Donc moi j'aimerais savoir, en tant que en tant que technicien, qu'il nous explique comment se fait-il que quelqu'un qui est membre du Conseil constitutionnel, où il a des droits, donc pour qu'il soit jugé, le Conseil constitutionnel doit se réunir et lui enlever le droit d'appartenir au Conseil constitutionnel, donc enlever son immunité. Son immunité n'a pas été enlevée, son immunité est reconnue, donc le fait d'être membre est reconnu et donc tous les droits qui vont avec. Comment se fait-il qu'une telle personne-là puisse être jugée et condamnée? D'accord. Moi je m'arrête à cette question. Il est technicien en droit. Merci bien, M. Abrouti. Voilà, M. Abrouti est président d'un nouveau parti politique. Il est au Portugal. Voilà. Puis Chéri Ballet, on finit avec vous. Okay. Allez-y. Merci, Charlène. Avant de poser ma question, je voudrais juste dire que il y a une très grande différence entre un juriste et un défenseur des droits de l'homme. C'est pas tous les avocats qui y comprennent quelque chose. La deuxième chose, c'est que quand j'ai posé ma première question, je ne m'en suis pris à personne. J'ai juste exposé les difficultés des Ivoiriens vis-à-vis de la justice et ma conclusion, c'est que la justice n'existe pas en Côte d'Ivoire et je l'assume. Ce que je veux dire pour terminer, c'est que chacun peut penser ce qu'il veut des activités que nous menons. Ce n'est pas notre problème. Tant que nous savons que nous sommes dans la droite ligne de la défense des gens. Voilà. Donc je disais, quand le ministre de la Justice reconnaît qu'il y a des détentions abusives, il suffit pas de le reconnaître. Il faut prendre des dispositions pour mettre fin à la souffrance des gens. Donc comme le maître a reconnu que les RHDP, je voudrais me permettre de lui donner une commission pour le RHDP pour dire que quand le ministre a fini de reconnaître, il y a des dispositions à prendre. Et je donne un seul exemple. On a parlé de l'exemple des politiques. Il y a une petite à la Maka qui s'appelle Ouattara, qui a été emprisonnée pour coups et blessures. Et coups et blessures, là, en général, la moyenne de la peine, c'est 5 ans. Elle est en train de faire 6 ans à la Maka pour coups et blessures parce qu'elle n'a jamais été jugée. Et il y a plein de cas comme ça. Il y a des milliers de personnes qui sont en prison, qui sont en détention abusive. La deuxième chose, c'est par rapport aux grâces présidentielles. Le fait d'aller à la Maka, il nous a été permis de découvrir que les grâces qu'on annonce pompeusement, les remises de peine et tout, on ne respecte pas le nombre de ces personnes-là, alors qu'il y a une surpopulation en prison. En août passé, on a gracié personne. Donc, c'est de dire aussi que c'est important que quand on annonce une grâce ou une remise de peine ou une cassation, on respecte les chiffres qu'on a annoncés. Et l'un des inconvénients de ne pas juger les gens, c'est de faire aussi qu'ils ne profitent pas de toutes ces mesures-là. Parce que si on t'a pas jugé, donc que tu n'as pas de peine, quand il y a une grâce, même si tu devais rentrer dedans, tu ne peux pas, puisque tu n'es pas jugé. C'est ce
qui ont une peine, qui sont condamnés, qui bénéficient des remises de peine, des cassations et tout. Donc vraiment, il s'agit pour nous de faire en sorte que le système judiciaire là, puisse être assaini. Et il y a des problèmes du début au bout de la chaîne. Donc si nous parlons franchement, parce que nous là on n'invente pas, hein, quand on parle là, les cas là sont là. Quand nous parlons franchement, il faut qu'on tire les leçons des cas réels pour améliorer le thème. C'est ce que je voudrais dire pour conclure. Merci beaucoup. Si bien tu chérie Edith Balé, voilà, je pense qu'elle a mis aussi des doléances sur la table. Maître Abdoulaye Ben Meïté, voilà, je pense que ce sont des doléances, hein. Donc voilà. D'accord. Allez-y. D'accord. La dernière question qui a été posée, et je remercie monsieur le portugais. Et j'ai aimé effectivement son intervention. C'est vrai que je suis pas d'accord, mais j'ai aimé l'intervention. Il a indiqué que j'ai une double qualité qui le dérange. Et je suis bien d'accord. Mais j'ai été invité comme avocat, et pour moi, c'est le débat d'un sujet spécifique. Mais les politiques, quand les politiques débattent d'un sujet, même technique, ils vont en sortir pour en faire effectivement une tribune politique. Mais alors, quand ils sortent pour en faire une tribune politique, je porte ma casquette de politique pour les recadrer sur le sujet. Et ce que j'ai fait, mais je reviens toujours au sujet qui m'a été soumis. Je voudrais commencer d'abord par Mme Pécheli Balé. Lui dire que, en réalité, elle a parlé de dysfonctionnement, je suis bien d'accord, comme dans toutes les justices. Mais elle m'a commissionné au bénéfice du ministre de la Justice, et ce qui me surprend désagréablement, parce qu'en sa qualité, effectivement, de défenseur des droits de l'homme, elle est plus outillée, parce que justement, il ne faut pas faire de confusion. Je suis législateur, je suis avocat non professionnel. Elle est plus outillée, elle est plus avertie, elle est plus, elle a cette qualité de trouver effectivement les canaux nécessaires pour interpeller sur certaines défaillances au niveau judiciaire. Mais elle ne le fait pas parce que c'est justement cette confusion qui m'amène à dire ce que j'ai dit d'emblée. Il faut qu'elle s'évêtisse de son manteau de défenseur des droits de l'homme et qu'elle puisse porter les cas de violation des droits de l'homme, les porter là où ça doit être porté. Là, nous allons recevoir au niveau du Parlement le mardi le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme sur des violations des droits de l'homme. Justement, c'est les associations de défense des droits de l'homme qui portent ces rapports, leurs rapports qui sont communiqués au niveau du Conseil des droits de l'homme qui est un organe indépendant qui va essayer de les répertorier pour les porter à l'attention du chef de l'exécutif, à l'attention du législateur. Et ce qui est fait, c'est que dans un État organisé, voilà comment les associations de droits de l'homme fonctionnent. Nous ne sommes pas forcément des activistes. Donc il faut trouver le canal. Ce n'est pas à moi de porter sa voix au niveau du ministre de la Justice parce qu'elle connaît les canaux puisqu'effectivement elle est légalement constituée. Ce que m'avait dit sur le sujet, donc cette commission, elle est bien outillée pour la faire parce qu'elle est une collaboratrice du milieu judiciaire. Elle a les canaux nécessaires pour porter effectivement les violations qu'elle fasse. Encore faut-il qu'elle s'y mette et ne pas rester à la peine de nous, la politique. Parce que suivre la politique, c'est aussi effectivement de vue sa propre mission. Ce qu'il voulait dire, donc, il revient sur le cas, sur monsieur le Portugais. Il a dit que Laurent Gbagbo serait membre du Conseil constitutionnel et en cette qualité, sa candidature aurait été rejetée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il est porté candidat en 2020. Mais je n'ai pas l'arrêt et je ne pense pas que ce soit exact. Ce n'est pas exact parce que ce qui a été reproché, si ma mémoire est bonne, Laurent Gbagbo invalide sa candidature, ce n'était pas lié à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel. Rappelez-vous. Deuxièmement, il a dit que alors même qu'il est membre du Conseil, alors qu'il serait membre du Conseil constitutionnel, comment se fait-il qu'il a été condamné? Mais vous savez, vous n'avez pas un dossier. Un dossier judiciaire, c'est pas un dossier médiatique. C'est pas un film télévision. Un dossier judiciaire, c'est un dossier. Quand vous êtes loin d'un dossier, les commentaires là, ça peut être en déphasage avec le dossier que le juge porte. Il y a eu des débats. L'homme avait des dossiers qui ont fait des avocats qui ont fait valoir des moyens de droit et qui n'ont pas retenu l'attention du juge, qui a jugé. Les voies de recours existent, il y en a encore à ce qui les concerne, libre à eux de les utiliser. Mais quand une décision est rendue, ça devient une vérité judiciaire. Ça devient une décision de justice et tout Ivoirien doit avoir égard pour cette décision de justice. Le meilleur cas de critique des décisions de justice, c'est à la justice. J'ai porté des causes où mon client a été condamné devant le tribunal de première instance d'Abidjan, devant la cour d'appel, confirmé par arrêt de la cour de cassation. Mais que j'ai porté devant la cour de la CEDEAO, qui m'a donné raison. Ça arrive. Même à Paris, ça se fait. Je plaide à Paris pour la bonne gouverne de M. Souleymane Traoré. Je plaide à Paris. Et là-bas, les mêmes circonstances sont réunies. Les voies de recours existent. Donc vous savez que quand on est dans d'un dossier, le commentaire il est libre. Mais naturellement, il a aussi indiqué que le thème fugitif que j'ai employé serait un thème, comment il appelait ça, que ça semblait, pour lui, c'est un mépris. Non, ce n'est pas un mépris. J'ai utilisé les termes qui sont adaptés à la circonstance. Une personne qui est condamnée, on peut épiloguer si le connaisseur est collègue, c'est pas collègue, ça c'est vous qui voyez. Chacun est libre d'un commentaire. Mais il est condamné par la justice et il décide de ne pas se présenter. Et puis aussi, il décide de fuir, de ne pas assumer la condamnation. Cette personne n'est rien d'autre qu'un fugitif. C'est un thème consacré, ce n'est pas un mépris. J'ai beaucoup de respect pour M. Guillaume Soro, comme M. Traoré Madou qui me connaît. Je connais M. Guillaume Soro, peut-être plus que vous. Mais, en réalité, en tant que technicien, condamné judiciairement, lorsque vous ne vous présentez pas, vous êtes un fugitif. Et on doit vous retrouver, vous ramener. Et je voudrais profiter pour dire à M. Traoré Mamadou que je ne sais pas comment une police, je ne sais pas comment un procureur se dépose dans un autre pays, comme la Turquie, pour arrêter un citoyen, que ce soit le citoyen sur le sol de cet autre pays-là. Vous voyez, ce type de manipulation médiatique-là, les Ivoiriens ne sont pas aussi dupes. Il faut revenir. C'est
pas la ceci. Ce n'est pas des rages, c'est la réalité. Comment on peut estimer qu'un État envoie ses fonctionnaires sur le sol de notre État, aller arrêter son citoyen sur le sol de cet autre État-là? Quand même, les relations internationales sont dirigées par des règles. Mais quand on me dise que la police turque voulait arrêter Guillaume Soro, j'ai pu comprendre. Quand on me dise que, comment on appelle, le procureur turc voulait arrêter Guillaume Soro, j'ai pu comprendre. Mais c'est gros, ça ne passe pas. Il faut trouver effectivement d'autres allégations, mais ça c'est trop gros. Ce que je voulais dire aussi, il y a monsieur Diallo qui a demandé, qui a interpellé monsieur Bilaté et qui a dit qu'il ferait l'explication. Il a aussi indiqué, si ma mémoire est bonne, qu'il y a eu tellement de propos. Il a aussi indiqué qu'on a entendu que monsieur Guillaume Soro ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais j'ai répondu à cela déjà. Il est à partir de rentrer. Mais même s'il estime que sa vie, j'ai la confiance, qu'il estime que sa vie est en péril là, il est simple. Il y a des organisations internationales qui sont là-bas. Il pose des conditions, c'est-à-dire que comment ça se fait? Il se confie effectivement à des organes internationaux qu'on le conduise. Faut être sûr effectivement qu'on va pas le tuer. Et bon, le régime, je pense, il n'est pas encore souvenant que une personnalité ou une personne, un individu a été tué. Et je pense que ça, on a entendu ça dans le régime, mais c'est pas celui-là. Ce que je voulais dire à monsieur Koulibaly, Daniel, que je remercie au passage, vous savez, il a cité monsieur Bakongo, il a cité monsieur Sanson Kambilé, il a cité également le procès Ouraga Oumou. Mais je m'en vais le dire effectivement que la loi est interprétative. Mais ma lecture, je suis dans l'interprétation des textes. L'article 183 de la Constitution qu'il a visé n'est pas adapté. Quoi? Parce que l'article 183 dit que comment on appelle, la législation antérieure continue de s'appliquer jusqu'à ce qu'il intervienne d'autres règles. Mais la législation là, c'est quoi? C'est pas les règles constitutionnelles. Il s'agit des textes législatifs. Lorsqu'il y a une nouvelle constitution, quand il y a une nouvelle constitution, que toutes les lois, les décrets, les règlements, les arrêtés, la nouvelle constitution efface tout ce qui a été pris sous l'ancienne constitution. Donc comme on n'est pas tout reprendre à zéro, on prend les mêmes lois là qui ont été votées par l'Assemblée nationale. Je ne parle pas des lois parce que les lois constitutionnelles, les lois votées par l'Assemblée nationale, les lois ordinaires là. C'est ces lois là que la nouvelle constitution essaie de reconduire. Et puis on change au fur et à mesure. C'est ce que ça signifie que la législation antérieure continue de s'appliquer jusqu'à ce que de nouvelles dispositions interviennent dans le champ législatif. Ce que ça veut dire. Moi j'ai été choqué quand j'ai entendu les personnalités que vous avez citées. Ils ont une mauvaise lecture des textes. On ne peut pas prendre des dispositions d'une ancienne constitution et ainsi une nouvelle constitution. Ce n'est pas possible. C'est impensable en droit. Et je voudrais dire après monsieur Diallo, monsieur Koulibaly, Daniel, il y a eu monsieur Ibrahim Doumbia. Effectivement, il a parlé effectivement des acquis du président Ouattara sur la gouvernance, des travaux qui sont réalisés. Mais c'est pas le thème, c'est pas l'objet c'est pas le sujet. Je pense que vous aurez l'occasion effectivement de débattre de ce sujet-là. Mais ce qu'il m'avait dit effectivement que en termes qui, moi je l'ai ramené ça au milieu judiciaire. Il y a des acquis sous le régime Ouattara. Parce que les magistrats sont désormais dotés d'un statut. Et ça, je pense que ça a félicité. Ils ont un statut et la relation des magistrats a été revue à la hausse. Il y a un interlocuteur qui l'a dit. Il a dit que les magistrats ivoiriens sont bien payés relativement en comparaison avec les magistrats des pays de la sous-région. Je plaide au Burkina, je plaide au Sénégal, je plaide au Mali, je plaide dans la sous-région. Je vois un peu le train de nos magistrats. Je pense qu'effectivement ça c'est au moins à reconnaître et ça à encourager. Mais quant au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, je suis d'accord avec vous. La justice a besoin, et je suis bien d'accord, a besoin du regard de chaque Ivoirien, a besoin de l'apport de chaque Ivoirien, a besoin de l'encouragement de chaque Ivoirien. Parce que ce n'est pas en clouant pilori notre justice, en la dénigrant qu'on arrivera effectivement à faire quelque chose. Critiquer n'est pas dénigrer, critiquer n'est pas discréditer. Je suis d'accord, et M. Traoré l'a dit, il sait, moi je suis avocat. En ma qualité d'avocat, par rapport à ce débat spécifiquement, je me prononce sur ma lecture de la justice. Et je pense que nous sommes pas mal lotis, contrairement à ce qu'on peut croire. Il y a des cas isolés. Même le petit voleur, il a dit une fois une audience, je m'en cache pas. Le petit voleur, qui pour moi a arrêté, qui a enfermé, il est arrêté, il a volé quoi? Il a volé un portable. Lui on le prend, on le condamne. Mais les Ivoiriens, comment on peut applaudir un grand commis de l'État qui lui utilise les deniers publics pour s'acheter une maison? Et puis on a le temps d'épiloguer sur, par exemple, est-ce que s'il était avec nous, même s'il était avec le RHDP, les Ivoiriens devaient dénoncer. Je suis d'accord avec vous que la justice doit être égalitaire. Si je me bats à mon niveau pour que cette justice soit égalitaire. J'ai fait ma part, mais chacun doit faire sa part. On ne doit pas protéger son leader. On ne doit pas faire cause politiquement pour son leader, pour son ami, pour son camarade, ou bien pour son référent, lorsqu'il s'agit de lui. Mais il faut regarder la chose de façon globale. Pour moi, chacun a le droit à la défense et chacun doit avoir ses droits respectés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un procès en cours sur des personnes qui ont fraudé la nationalité. Mais monsieur Traoré, vous avez appris ça. Oui, il y a des personnes qui ont été interpellées, une trentaine de
personnes qui sont actuellement déférées devant le pôle financier. Je suis dans la défense pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire. Mais je me suis battu, j'ai demandé à ce que les droits de la défense soient respectés. Parce que vous savez, pour moi, la justice, mal juger quelqu'un, ou bien utiliser des artifices pour juger quelqu'un, c'est comme pour moi, prendre son bouton de tabaski et puis prendre un bouton pour le taper. Mais ce n'est pas un sacrifice, c'est pas un rituel, c'est pas le sacrifice du tabaski. Parce que quand on immole le mouton. On n'a pas dit on prend un boudin pour le taper. Mais le mouton, il meurt. Mais il faut utiliser les canaux qui sont offerts par la loi. Et c'est pour cela que je m'en vais pour terminer. Je ne sais pas si je n'ai pas oublié quelqu'un. Je voudrais seulement indiquer que j'ai été heureux de participer à ce débat. Je termine par la dernière question. Vous savez, et je dis aux Ivoiriens, le médecin, il se forme. Il est médecin. Moi, quand un médecin fait le développement, je peux avoir un commentaire, mais je dois parler avec des réserves parce que c'est pas mon champ d'activité. Il dit que les Ivoiriens, un défenseur des droits de l'homme n'est pas forcément un juriste. Elle a dit, je suis d'accord avec Mme Poussy-Ribalé, un défenseur des droits de l'homme n'est pas forcément un juriste. Mais le droit, c'est une science. Et cette science-là, elle est apprise. Donc, quand on n'est pas acteur de cette science, il faut parler avec des réserves. Au risque de se perdre. Cette disposition n'était pas à l'ordre du jour dans le procès de M. Laurent Gbagbo. Je n'étais pas dans ce dossier. Il n'était pas dans le dossier de Laurent Gbagbo. Il n'était pas dans le dossier de M. Charles Bouté. J'étais dans le dossier de M. Guillaume Soro. Et j'étais avec M. Traoré, j'étais avec lui là-bas. M. Traoré est témoin de ce que lorsque le procureur de la République avait demandé à ce que monsieur le ministre, comment il s'appelle M. Traoré? Lobognon. Traoré, comment? Lobognon. Mais Alain Lobognon. Rappelez-vous, le ministère public avait requis sa relaxe. J'étais à ma qualité d'avocat de Côte d'Ivoire. Vous m'avez vu accompagner le ministère public? Non. J'ai plaidé contre ça. C'est une question de principe. Je suis avocat, je défends l'intérêt de mon client. Je ne défends pas l'intérêt de mon client sur les instructions de mon client. Je défends l'intérêt de mon client vis-à-vis de ce qui est conforme à la loi. Je ne reçois pas d'instructions de mon client autre que le respect de ses intérêts, la défense de ses intérêts dans le respect de la loi. C'est pour dire que j'ai fait preuve, selon moi, en force que je peux dans ma qualité d'avocat, j'essaie de faire preuve tant que ça se peut d'objectivité. Voilà. Merci. On va revenir à vous pour votre mot de fin. Allez-y, M. Traoré. Bien. Merci beaucoup. Alors, donc, moi, à écouter Maître Meïté, quand il donne son avis sur l'interprétation de la Constitution que Ouraga Obou, Bakongo Cissé et le ministre Sansa Kabilé ont eu à faire, moi, ça me pose un problème. L'impression que j'ai, Maître Meïté en train de nous dire que ces derniers-là ne sont pas des spécialistes du droit, ou du moins, ils ne sont pas outillés en droit. Parce que nous disons que Maître Ouraga Obou est connu, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, comme un grand, je crois, constitutionnaliste. Bon, le ministre de la Justice, c'est un magistrat. Bakongo, c'est un professeur de droit. Bon, si tout cela, on trouve que ce qu'ils ont dit au peuple ivoirien pour les rassurer de ce que la Constitution n'allait pas donner un troisième mandat à Alassane Ouattara, ils sont dans le faux. Alors, quelque part, ça donne l'impression que Maître veut nous dire que ceux-là, ils sont venus nous anarquer. Parce que nous, peuple, on ne connaît pas le droit. Ceux qui ont constitué, ceux qui ont écrit la Constitution, qui sont des juristes qui est, quand ils viennent nous dire quelque chose, nous, peuple, c'est à ça que nous, on s'en tient. Maintenant, si Maître nous dit que, dorénavant, si un magistrat, ou bien si un prof de droit, ou bien un homme de droit, vient nous dire des choses sur la loi, il faudrait qu'on fasse attention. Moi, c'est ce que je voudrais retenir. Et là, ça me choque. Il va même plus loin. Il cite Afin Guessan. Il dit que Afin Guessan a dit effectivement que si on vote cette constitution-là, ça va permettre à Alassane Ouattara d'être candidat pour un troisième mandat. Et donc, il me donne l'impression que Afin Guessan, qui est ingénieur des télécoms, maîtrise mieux le droit que Ouraga Obou, Seba Congo et Sansan. J'avoue que, personnellement, moi, ça me choque. Ça me choque. Et ça, j'avoue que ça va m'amener dorénavant à faire attention à tout ce qui va sortir de la bouche du ministre de la Justice. Ça va m'amener dorénavant à faire attention même à tout ce qui va sortir même de la bouche du président du Conseil constitutionnel. Parce que demain aussi, on nous dira que eux là, ce qu'ils ont dit, ça ne tient pas la route. Donc vraiment, maître, je pense que ça là, il faut faire très attention parce que aujourd'hui, en tout cas, moi, dans mon esprit, tu viens de me montrer que dorénavant, quand quelqu'un qui est spécialiste du droit vient me parler du droit, même s'il occupe de hautes fonctions comme ministre de la fonction, ministre de la Justice, je considère qu'il n'est pas dans le vrai. Parce que je dis que quand le ministre est passé devant le député, il a eu à travailler avec tous ses collaborateurs au niveau du ministère. Et c'est l'avis de tous ces collaborateurs-là qu'il a eu, qui sont des spécialistes du droit, qu'il est venu présenter aux députés. Maintenant, si maître trouve qu'il n'était pas ou du moins il ne maîtrisait pas ce droit-là, ça voudrait dire que c'est la justice elle-même qui ne maîtrise pas le droit. Vraiment, moi, ça commence à me faire sérieusement peur. Ça, c'est ce premier point que je voulais évoquer. Maintenant, concernant Diallo qui a évoqué le cas des 20 ans, alors, je vais vous donner un exemple qui me montre clairement qu'à ce niveau aussi, notre justice-là est une justice aux ordres. Quand il s'agit du procès des pro-Soro, c'est 20 ans ou perpétuité. Mais quand il s'agit des procès de certaines personnes qui ne sont pas pro-Soro, c'est 5 ans.
Je prends un exemple très simple. Il y a eu des gens, j'étais à la Bouna avec un commissaire Lezou, qui a été pris et ils ont été jugés, j'étais à leur procès. Il y en a même parmi eux qui ont reconnu qu'ils étaient effectivement dans une manœuvre de tentative de coup d'État. Eux-mêmes ont reconnu cela. Et comme parmi eux, certains étaient considérés comme des proches de Ambak, parce que le commissaire Lezou, avec qui on m'a déporté à Bouna, c'est un proche de Ambak, ça je le sais. Au lieu d'avoir 20 ans, tenez-vous bien, ils ont été tous condamnés à 5 ans de prison. Je dis bien 5 ans. Alors là, j'ai été choqué, procès. J'ai été choqué que certains parmi eux-mêmes ont reconnu que bon, ils étaient dans une manœuvre, mais au lieu d'avoir 20 ans, mais parce que la plupart d'entre eux, ils étaient proches de certains gars du pouvoir, parce que parmi eux, il y avait un parmi eux aussi qui était un des chargés de mission du ministre de la Défense. Mais ceux-là, au lieu d'avoir 20 ans, comme les Prosoro, ils ont eu 5 ans. Là, j'avoue, personnellement, que j'ai été choqué et ça m'a montré clairement que le procès là, leur peine, ce sont des ordres qui sont venus pour que eux, ils soient pas condamnés à 20 ans comme les Prosoro. Ça m'a choqué. Donc, c'est la preuve, en tout cas, pour me démontrer que nous avons une justice aux ordres. Ensuite, alors, Maître Mété a parlé du cas de l'enlèvement de Guillaume Soro à Istanbul. On peut pas envoyer des policiers pour aller chercher un Ivoirien ailleurs. Mais pour ce que je sais, au niveau de Lida Kwasi, il a été arrêté au Togo, mais à ma connaissance, lors de son arrestation, il y avait la police qui était là-bas. Ils sont venus avec lui. Pareil, à mon avis, d'après les propos de Blé Goudé, et puis même ce que la presse a dit, Blé Goudé, Abbaye et autres là, ça a un rapport avec la police ghanéenne, mais il y avait des autorités policières ivoiriennes qui étaient aussi là-bas. Alors donc, on me dira que la tentative d'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul est forte, mais Dieu a fait en sorte que quelques jours après, on a vu un cas d'arrestation de Steve Biko en Mauritanie. Bon, là, je n'ai pas de preuves qu'il y avait la police ivoirienne là-bas ou des autorités ivoiriennes, mais dans tous les cas, il a été extradé en rapport avec les autorités policières de Istanbul et de Mauritanie. Donc, je considère que le cas de Guillaume Soro aussi était le cas. Donc, vraiment, je ne souhaite pas vraiment qu'on vienne vouloir analyser cela et faire croire que c'était une mise en scène, parce que la réalité, quelques temps après la tentative d'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul, on a vu une tentative d'arrestation de Steve Biko et c'est un avion présidentiel même qui allait le chercher en Mauritanie. Lui, Steve Biko, qui n'a pas l'étoffe de Guillaume Soro. Alors donc, c'est la preuve manifeste que la tentative d'arrestation de Guillaume Soro à Istanbul n'était pas une mise en scène. C'était un fait réel, seulement c'est parce que ça n'a pas marché qu'on a mis ça sur le compte de la mise en scène. Je voudrais encore venir sur le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est vrai, Maître l'a dit, bon, peut-être qu'ils ne sont pas allés au fond du dossier, mais pour moi, nos justices ivoiriennes, si elle était une justice qui obéissait aux lois ivoiriennes, quand la Cour africaine des droits de l'homme a pris des arrêts pour qu'on puisse laisser tomber ou on puisse suspendre les arrestations ou les condamnations contre Guillaume Soro et ses hommes, le temps qu'on attaque le problème au niveau du fond, pour moi, si nos justices étaient une justice indépendante, en rapport avec les traités internationaux que nous avons signés, en principe, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir exécuter cet arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a avancé? Et Maître l'a dit, on a fait croire que le président de cette Cour africaine des droits de l'homme là, il n'était pas objectif parce que il était membre du cabinet d'un avocat de Guillaume Soro qui est Maître Diallo. Maître Diallo qui a été mon avocat moi-même en 2019. Alors donc, on fait croire que c'est parce que ce dernier-là, il était dans le même cabinet que Maître Diallo et donc, c'est fort de cela, peut-être qu'il a pris une telle décision et si la base de cela, la Côte d'Ivoire décide de ne pas appliquer l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, puis elle décide de se retirer de cela. En tout cas, pour nous autres qui observons de loin, nous disons que la Côte d'Ivoire s'est comportée comme ce que les gens appellent un État voyou. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire était un État voyou, mais généralement on appelle État voyou un État qui refuse de respecter des règles, surtout au niveau du droit international. Là, la Cour africaine des droits de l'homme a pris un arrêt. Pour nous, la Côte d'Ivoire aurait dû, si nos justices étaient vraiment une justice indépendante, si nos autorités respectaient vraiment les textes même qu'elles ont signés, on aurait pu accepter cet arrêt-là. Mais on a refusé cet arrêt-là parce qu'on a considéré, et Maître Mété l'a dit, que Guillaume Soro aurait corrompu le président de cette cour-là. J'avoue que ça aussi, franchement, c'est choquant. Vous voyez, ce qui fait que finalement, on se dit qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, il faut qu'on trouve le moyen pour que les Ivoiriens puissent vraiment faire confiance à notre justice. Parce que je dis et je répète que pour l'opinion publique aujourd'hui, notre justice est une justice aux ordres de l'exécutif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater que les Ivoiriens marchent comme des zombies en
en Côte d'Ivoire. Tous ont peur de parler. Les Ivoiriens murmurent parce qu'ils disent que si tu dis des choses qui ne plaisent pas à Alassane Ouattara et à ses partisans, on va te prendre, on va te mettre en prison. Voilà ce que les Ivoiriens disent. Donc, si les Ivoiriens passent ainsi, c'est la preuve que pour les Ivoiriens, la justice ivoirienne là est une justice aux ordres de l'exécutif, aux ordres du chef de l'État, aux ordres des ministres. Voilà pourquoi les Ivoiriens, tous aujourd'hui, ont peur d'exprimer leurs opinions. Parce qu'ils se disent que s'ils expriment une opinion qui ne va pas en faveur du pouvoir en place, on vous prend, on vous met en prison. Donc, si les Ivoiriens pensaient que la justice ivoirienne était une justice indépendante de l'exécutif, ils n'allaient pas avoir cette peur-là. Donc, la peur qui gangrène les Ivoiriens aujourd'hui est la preuve manifeste que notre justice est une justice aux ordres. Donc, je dis et je répète, il faut que l'État de Côte d'Ivoire fasse un effort pour donner aux juges leur indépendance qu'ils ont réclamée depuis 2019. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je le dis, je le répète, les juges ne sont pas indépendants. Tous ont peur de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'exécutif. Parce que s'ils prennent des décisions, comme je l'ai dit, avec les avocats, avec les juges qui ont jugé l'acquittement de Simone Gbagbo, ils seront sanctionnés. Et comme personne ne va être sanctionné, tout le monde préfère se mettre du côté du pouvoir. Alors, une anecdote. Avant le procès en appel des Soul-to-Soul et tout le reste, il y a eu un cas qui m'a choqué. On a eu vent d'un juge qui ne serait pas à l'aise parce que avant le procès même déjà, il aurait eu des instructions pour dire que, écoute, dans tous les cas, le procès là, il faut que ce procès là, on sache que ce procès là, vraiment, ça va finir par condamner les gens. L'impression qu'on avait eue, ça reste à vérifier, mais en tout cas de la part de ces juges là, c'est que la décision déjà de les condamner avait été déjà prise. Donc tout ce procès là, c'était que une mise en scène. Et l'élément qui montre encore que c'est une justice aux autres, Maître Mété l'a dit, Alain Leboyon et Sekongo Félicien, qui étaient cadres de GPS, pour pouvoir avoir la possibilité d'être acquittés, ils sont devenus RAGP. Ils ont milité au RAGP et comme ils ont milité au RAGP, c'est le ministère public lui-même, pas les avocats, mais le ministère public lui-même qui a décidé d'acquitter Alain Leboyon et Sekongo Félicien. C'est vrai, je reconnais que Maître Mété s'est opposé à cela. Moi, j'apprécie en tout cas ce geste. Au procès, il s'est opposé à cela, il s'est opposé à l'acquittement de Sekongo Félicien et de Alain Leboyon. Mais je dis, c'est le ministère public lui-même qui devrait les condamner, qui condamnait les autres, qui a demandé à ce que Alain Leboyon et Sekongo Félicien soient acquittés. Pour nous, ils ont été acquittés tout simplement parce que ils ont décidé de lâcher Guillaume Soro et de rejoindre le RAGP. Voilà pourquoi, sur cette base-là, je dis que nous avons une justice aux ordres. Et ça, il faut le corriger. Merci beaucoup. C'était ce que je voulais dire à ce niveau. Merci beaucoup. Ok, allez-y avec votre mot de fin. Voilà, allez-y. Voilà. Je vais terminer rapidement. Je vais faire ramasser en même temps en 2 minutes par rapport à ce que a dit mon très cher Traoré Mamadou. Je voudrais quand même dire que les 20 ans de d'emprisonnement sont prévus par la loi. La perpétuité est prévue par la loi. Et les peines sont données en fonction des circonstances des dossiers. Vous et moi, on peut être interpellés pour des mêmes infractions. Vous pouvez être condamné à 7 ans, que moi je peux être condamné à 10 ans. Cela ne fait pas de la justice une justice aux ordres. Tout dépend du comportement de l'individu à la barre, le comportement qu'il a affiché au cours de l'enquête préliminaire, l'amende honorable qu'il entend effectivement faire valoir. Tout cela peut rentrer dans le cadre effectivement de la condamnation. Il faut le savoir. Maintenant, vous avez indiqué que le président de la République, au cours d'une intervention de presse, a indiqué que Guillaume Soro risquait la perpétuité. Mais je veux le comprendre. Il risquait effectivement, même un peut le savoir, c'est écrit dans le texte. Quand vous êtes poursuivi pour faire les coups d'État, votre culpabilité est établie, mais vous risquez la perpétuité. Voilà comment il faut comprendre. C'est pas une instruction donnée par le président de la République. On juge. C'est évident. C'est écrit dans la loi. Quand vous faites coup d'État, vous risquez la perpétuité. Là, il faut le savoir. J'ai entendu, il me demande si Oulaga Obou, sans être Kambilé, et puis si Bakongo ne sont pas outillés en droit. Non, mais c'est une opinion intellectuelle. Même de grands professeurs, ils ne s'accordent pas toujours sur une même lecture d'une disposition donnée. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Et je vous me Traoré, mon frère et cousin, qui était juge, constitutionnel, qui était avocat. Vous savez que quelqu'un qui est très objectif, c'est pas le maître Samassi Mamadou. Vous savez, on a eu ce débat, on a fait la même lecture. C'est pas parce que nous sommes des militants. Mais moi-même, j'ai été surpris par ce commentaire. C'est des hommes politiques, je ne sais pas dans quel dessin ils l'ont fait. Mais une interprétation d'un texte, chacun peut voir sa lecture. Un texte, ce n'est pas la parole. Et puis dans quel contexte ils l'ont dit? Ce n'est pas une question de justice, c'est un contexte politique. Donc pour moi, on n'est pas prendre ça comme étant une raison de discréditer la décision rendue par le Conseil
constitutionnel, pour moi, qui est une belle décision, qui est une bonne décision par rapport à la candidature de M. Ouattara. Donc, sur la question d'arrestation de M. Guillaume Soro en Turquie, il faut savoir qu'on arrête des citoyens de son propre sol dans d'autres pays qu'en vertu d'un accord de coopération. Vous ne savez pas, l'accord de coopération de la Côte d'Ivoire et la Turquie. La France, la Côte d'Ivoire ne va pas se lever pour aller arrêter un Ivoirien en France. La Côte d'Ivoire ne va pas le faire. L'accord de coopération judiciaire voudrait qu'il y ait une procédure d'extradition. Mais la Turquie, on peut se lever pour aller en Turquie pour aller arrêter. Ce qui s'est passé au Ghana, ce n'est pas des rapports de coopération. Donc, il ne faudrait pas faire ça. Il faut s'informer, donner effectivement de bonnes informations également. Donc, le cas de Steve Biko, ça répond à cela. Sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, il faut savoir, je n'ai pas dit que c'est parce que Guillaume Soro a corrompu le président de la Cour que la décision a été rendue. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'aurais pu dire, mais je ne l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, on aurait pu penser, mais moi, je ne suis pas dans cette logique. J'ai dit seulement que la décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme, c'est surtout la Cour s'est méprise. Ça, c'est mon appréciation. Deuxième chose, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme ne sont pas exécutoires. Il y a des mécanismes d'exécution. Et c'est la différence. Le traité qui a établi la Cour africaine des droits de l'homme, pour moi, c'est un traité qui est imparfait. Parce que les décisions sont rendues contre les États et les États choisissent librement de les exécuter ou pas. C'est leur droit. Et c'est là, ils ont le droit de l'exécuter ou pas. Parce que ce n'est pas comme les décisions qui sont rendues par la Cour commune de justice et d'arbitrage. Quand une décision est rendue par la CGA, la décision est exécutoire. Mais quand une décision est rendue par la Cour de la CEDEAO, ce n'est pas immédiatement exécutoire. Parce qu'il faut comprendre, mais c'est un fonctionnement processuel. Il faut être technicien pour le savoir. Donc, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'a pas exécuté que la Côte d'Ivoire a une justice aux ordres. Bien au contraire. La Côte d'Ivoire a tiré avantage des textes tels que ça existe relativement aux décisions qui sont rendues par la Cour africaine des droits de l'homme. Maintenant, comme je le disais, je termine pour dire que j'ai été très heureux de participer à ce débat. Encore plus heureux parce qu'il s'agit effectivement d'un contradicteur pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, avec qui j'ai des liens, je m'en cache pas d'ailleurs, mais qui me voue également une estime filiale. Cela n'empêche pas qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord très souvent, qu'on n'est pas d'accord. Mais ça se fait toujours dans le respect de nos qualités respectives, dans le respect de nos idéologies respectives, dans le respect de nos sensibilités politiques respectives. Je voudrais indiquer que les Ivoiriens doivent apprendre à se parler, doivent apprendre à discuter, doivent apprendre à échanger, doivent apprendre à ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais nous ne sommes pas dans un rapport d'animosité. Et qu'au-delà de tout, c'est la Côte d'Ivoire. M. Ouattara fera son mandat. M. Ouattara finira un jour ou l'autre. D'autres personnes viendront. Mais quel restera-t-il à cette personne qui viendra si nous n'avons pas protégé ce qui nous est commun, la Côte d'Ivoire? Il faut qu'on apprenne à aimer la Côte d'Ivoire. Qu'on apprenne à critiquer notre pays, mais avec un peu plus avec un esprit républicain. On n'expose pas sa famille. On n'expose pas son pays. On contribue à améliorer ce qui ne va pas dans son pays. Il ne faudrait pas qu'on vende la Côte d'Ivoire pour un individu, qu'on vende la Côte d'Ivoire pour notre leader, qu'on vende la Côte d'Ivoire pour celui que nous affectionnons. Parce que la Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Nous devons forger unis dans cette foi nouvelle pour bâtir ce grand pays, ce pays de la vraie fraternité. Parce que c'est dans la vaillance que nos dévanciers nous ont légué ce que nous avons actuellement. Il nous appartient de laisser à la génération future une meilleure Côte d'Ivoire, en contribuant chacun à son niveau, pas en parole, mais aussi en acte, pas en émotion, mais en acte, mais avec amour pour la Côte d'Ivoire. Les petits esprits discutent des personnes, les esprits moyens discutent des événements, les grands esprits discutent des idées. Merci, M. Traoré Mamadou, de discuter des idées avec moi et de nous départir des personnes, quelles que soient nos émotions partisanes. Je vous remercie. Ok, merci bien, Maître Abdoulaye. Allez-y, allez-y. Merci. Alors, vraiment, merci. J'avoue personnellement que moi aussi, j'ai été vraiment heureux et honoré de débattre avec mon parent. Parce que je l'ai dit, il a dit, hein, lui et moi, nous sommes des adversaires politiques, mais nous sommes avant et après tout vraiment des membres d'une même famille. Et nous apprécions continuellement. Peut-être même, vous ne savez pas, mais demain matin, lui et moi, on va se retrouver encore à un lieu de funérailles au niveau familial. Pour vous dire que, et c'est ce que j'ai dit aux gens, j'ai dit, il faut qu'on apprenne à surpasser nos divergences politiques. On peut être opposé sur le plan politique, mais cela ne doit pas tuer notre amitié, cela ne doit pas tuer notre fraternité. J'ai vu des couples à l'époque qui se sont séparés pour des divergences politiques. J'ai dit cela, c'est pas la peine. J'ai vu des familles qui se sont divisées pour des divergences politiques. J'ai dit cela, ils n'ont rien du tout, ils n'ont rien compris. Alors donc vraiment ça, ce que je voulais dire à ce niveau, et dit que franchement, je souhaite de tout mon cœur que vraiment notre leader Guillaume Soro un jour vienne au pouvoir pour que nous puissions nous battre pour bâtir un état de droit. Parce que je dis et je répète, en tout cas en Côte d'Ivoire, actuellement sous la gouvernance de Alassane Ouattara, nous ne pensons pas que notre pays est un état de droit. Pour nous, ce n'est pas un état de droit parce que les lois sont bafouées, les lois sont violées. Et donc, nous souhaitons que demain, cela va s'arranger. Et je pense aussi, et je le dis à tout le monde, personnellement,
j'ai vécu une belle expérience de mon séjour carcéral parce que ça m'a permis de découvrir certaines réalités au niveau carcéral et ça m'a permis aussi de découvrir certaines réalités au niveau même du fonctionnement de la justice. Demain, quand nous serons au pouvoir, nous allons pouvoir, à partir de toute cette expérience-là, corriger la justice afin que l'État de Côte d'Ivoire soit bâti par notre leader Guillaume Soro. Et je voudrais dire à Maître que le fait de critiquer les faiblesses de la gouvernance de Alassane Ouattara, le fait de critiquer la mauvaise gouvernance qui existe en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas exposer le pays. Non, ce n'est pas exposer le pays. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas notre pays. C'est parce que nous aimons notre pays que nous voulons que les choses changent. Nous ne faisons que ressortir les failles de la gestion de Alassane Ouattara. C'est tout. Et quand on fait ressortir ces failles-là, on nous dit non, que c'est parce qu'on n'aime pas le pays, on expose le pays. Non, on n'expose pas le pays, on met à nu les faiblesses de la gouvernance de Alassane Ouattara. Et c'est ce que vraiment je voudrais que les gens retiennent. Critiquer, ce n'est pas dénigrer, malheureusement. Chez nous, en Côte d'Ivoire, quand on critique, on dit qu'on dénigre. Non, critiquer n'est pas dénigrer. Critiquer, c'est faire ressortir des faiblesses et demander à ce que ces faiblesses-là soient corrigées. C'est tout. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu critiques, on dit que tu dénigres. Non, il ne faut pas confondre la critique et le dénigrement. Et puis, il ne faut pas confondre la critique et l'insulte parce qu'il y a un militant du RHGP qui a dit qu'on insultait Alassane Ouattara. Non, on ne fait que critiquer sa gouvernance. Malheureusement, chez les Ivoiriens, quand tu critiques, on dit que tu insultes. Non, il faut que vraiment cela cesse. Vraiment, c'était ces mots que je voulais dire. Et je remercie tout le monde pour cela. Dormez tous très bien ce soir et voilà, bonsoir chez vous. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci les amis. Goodbye.